Tous les médecins du New York Presbyterian Hospital avaient perdu espoir. Le parrain le plus redouté de la mafia de la côte un homme qui avait bâti un empire avant même d'avoir 30 ans, gisait dans une chambre privée gardée par des hommes armés, reliés à des machines qui égrenaient le Ленconte à rebours de sa mort. 3 semaines après que 3 balles eurent traversé le corps d'Ashton Valenti devant son restaurant du Lower Manhattan, son activité cérébrale était réduite à l'état de veille et de décharge électrique minimale. Ses organes commençaient à défaillir, et son frère aîné avait déjà signé les papiers pour l'euthanasie dans 72 heures. La pègre rôdait comme une meute de loups, ses ennemis se partageaient son territoire, et personne ne venait dans cette chambre par amour, seulement par peur ou par calcul. Mais chaque soir, une femme de ménage de 27 ans nommée Bryn Callahan poussait son chariot dans la chambre 1847 et faisait quelque chose que personne d'autre ne faisait. Elle lui parlait. Non pas parce qu'elle savait qu'il était un magnate milliardaire, ni parce qu'elle voulait quoi que ce soit de lui, mais parce que sa grand-mère lui avait appris une vieille prière gaélique et une croyance simple. L'âme peut entendre ce que le corps ne peut pas. Bryn, elle-même, survivait à peine. Une mère célibataire irlandaise-américaine, cumulant 3 emplois pour nourrir sa petite Willa, portait les cicatrices au poignet d'un ex-mari violent qui l'avait jetée dans un escalier alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Cassée par $12 400 de dette médicale, elle n'était plus qu'à un salaire de la rue. Elle avait toutes les raisons de se faire discrète et de se mêler de ses affaires. Mais au lieu de cela, elle confia à cet inconnu silencieux les premiers mots de sa fille, la lune que Willa montrait du doigt chaque soir, le lapin en peluche borgne qu'ils avaient trouvé dans une friperie. Et au plus profond de l'éternelle brume grise de son coma, l'homme le plus dangereux de New York s'accrochait à sa voix comme un noyé à une corde, car les récits de Bryn sur Willa étaient les seuls points d'espoir qui l'empêchaient de sombrer à jamais dans le désespoir. Puis vint cette nuit qui changea tout. Bryn n'eut d'autre choix que d'emmener sa petite Willa, fiévreuse et en pleurs, à l'hôpital. Dans un moment de pur désespoir, elle la déposa sur la poitrine d'un homme que le monde entier croyait déjà mort. Ce qui se passa pendant les 8 heures suivantes ne relevait ni de la médecine, ni de la science, et aucun médecin ne put jamais l'expliquer. Si cette histoire ne vous laisse pas sans voix, rien ne le fera. Cliquez sur j'aime. Si vous croyez au miracle, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Car parfois, l'homme le plus puissant n'est pas celui qui tient l'arme, mais celui qui tient un enfant endormi. Nico Marchetti se tenait dans le couloir de l'hôpital, le dos appuyé contre le mur blanc et froid, les yeux rivés sur les manches encore tachées du sang séché de son patron, qu'il n'avait pas pris la peine de changer depuis cette nuit-là. 3 semaines s'étaient écoulées, et il sentait encore la poudre, entendait encore le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé, revoyait l'instant où Ashton s'était effondré sur le trottoir devant le restaurant du Lower Manhattan, les yeux grands ouverts, fixés sur le ciel nocturne, comme surpris que la mort puisse survenir de façon si banale. Nico avait abattu les 2 hommes armés sur le cou, 2 balles nettes dans la tête, mais lorsqu'il s'était agenouillé près d'Ashton, le sang formait déjà une flaque dans le dos de son patron, et ses yeux gris étaient clos. Il avait hurlé pour appeler une ambulance, pressé ses 2 mains contre la blessure à la poitrine d'Ashton jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, et depuis cette nuit-là, il n'avait pas quitté l'hôpital une seule fois. Nico connaissait Ashton depuis leur enfance dans les quartiers pauvres de Red Hook, à Brooklyn. Il se souvenait du jour où Ashton avait 14 ans, debout dans une cuisine crasseuse, regardant le corps de son père ramené à la maison, 2 balles dans la poitrine, un cadeau de Gianni Benedetti, après que le vieux Valenti eut refusé de livrer le territoire du Sud. Ashton ne pleura pas ce jour-là, ni aux funérailles, ni lorsque sa mère mourut de chagrin 1 an plus tard. Au lieu de cela, il devint silencieusement ce que tout le quartier craignait. À 16 ans, Ashton tint son premier pistolet. À 18 ans, il contrôlait 3 pâtés de maison. À 21 ans, il contrôlait tout le réseau du nord de Manhattan. Avant ses 30 ans, il avait fait de l'Empire Valenti la plus grande puissance clandestine de la côte grâce à une intelligence hors du commun et une violence impitoyable. Mais cet empire se fissurait de jour en jour. La nouvelle du coma d'Ashton se répandit comme une traînée de poudre, et Gianni Benedetti, l'homme qui avait tué le père d'Ashton 22 ans plus tôt, flaira l'opportunité. Dès la première semaine, Benedetti s'empara de 2 territoires du Sud sans grande résistance. La 2e semaine, 3 alliés de longue date de Valenti changèrent discrètement de camp, sans faire d'annonce, simplement en cessant de répondre aux appels de Nico. La 3e semaine, les revenus des opérations clandestines chutèrent de plus de moitié, et ceux qui s'inclinaient autrefois devant le nom de Valenti commencèrent à murmurer que l'époque était révolue. Nico se tenait chaque jour devant la chambre 1847, observant les visiteurs. Les caporégime sont venus demander qui prendrait le pouvoir en cas de décès du chef, le regard plus calculateur que triste. Des associés sont arrivés pour confirmer les rumeurs, puis sont repartis le téléphone à l'oreille, appelant avocat ou Benedetti. Des gérants de restaurants sont venus demander qui signerait les chèques de paie ce mois-ci. Les belles femmes qui entouraient Ashton lors des soirées ont disparu sans laisser de traces, comme si elles n'avaient jamais existé. Pas une seule larme sincère.
Pas une seule prière sincère. Personne n'est venu parce qu'Ashton leur manquait. Parce qu'ils aimaient Ashton. Parce qu'ils voulaient qu'il vive. La luxueuse chambre d'hôpital, avec sa vue sur Central Park, ses fleurs fraîches renouvelées chaque jour par l'établissement, ses draps impeccables et les machines les plus sophistiquées, paraissait plus froide que n'importe quelle morgue où Nico ait jamais mis les pieds. Au moins, dans une morgue, quelqu'un venait pleurer. Dans cette chambre, celle de l'homme le plus puissant de New York, personne ne pleurait. Nico restait là chaque soir, fixant la vitre de la porte. Seule l'image d'une petite femme de ménage poussant son chariot dans la chambre chaque soir, tirant une chaise près du lit et parlant à son patron comme s'il était encore là, l'empêchait de s'effondrer. Nico ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi, mais il savait que durant ces 3 semaines, cette femme était la seule à être entrée dans la chambre 1847 sans ambition ni crainte, n'apportant rien d'autre que sa voix et une bonté qu'il croyait disparue depuis longtemps dans leur monde. Tristan Valenti arriva à l'hôpital le lendemain matin, vêtu d'un costume gris parfaitement coupé, les cheveux impeccablement coiffés, le visage impassible, ressemblant davantage à un directeur financier se rendant à une réunion du conseil d'administration qu'à un frère perdant lentement son cadet. À 41 ans, Tristan était le visage impeccable de l'Empire Valenti, l'homme qui gérait la chaîne de restaurants haut de gamme, la société immobilière et les investissements légaux que la famille utilisait pour blanchir l'argent sale. Il ne portait pas d'armes, ne s'adonnait pas à des négociations secrètes dans des arrière-salles enfumées, et pendant 10 ans, il avait répété à Ashton d'innombrables fois que la violence ne menait qu'à une seule issue. Ashton souriait toujours et lui disait de s'occuper des comptes et de lui laisser la rue. Son frère gisait là, et Tristan se détestait car sa première pensée n'avait pas été le chagrin, mais qui autoriserait les transferts de cette semaine. Le docteur Catherine Wells l'attendait dans une petite salle de conférence au bout du couloir. Entourée de scanners cérébraux et de graphiques de constantes vitales qu'elle savait que Tristan ne comprendrait pas, elle les lui présentait tout de même, conformément au protocole. Elle parla brièvement et simplement, comme seuls les médecins habitués à la mort savent le faire, annonçant qu'il n'y avait aucun signe d'amélioration. Ses organes internes défaillaient plus vite que prévu, et même si par miracle il se réveillait, les lésions cérébrales le défigureraient et il ne serait plus jamais l'homme que Tristan avait connu. Tristan écouta, hocha la tête une fois, puis signa la pile de papiers qu'il savait devoir signer dès son arrivée à l'hôpital. 72 heures. Après cela, il retirerait le respirateur. Il quitta la salle de conférence, descendit le couloir, fit un signe de tête à Nico qui se tenait devant la chambre 1847 comme tous les jours, puis entra dans l'ascenseur. Il n'est pas allé voir Ashton. Il ne le pouvait pas, car s'il voyait son frère allongé là, entouré de tubes et d'appareils qui bipent, il n'aurait peut-être pas la force d'accomplir ce qui devait suivre. Tristan est resté longtemps assis dans la Mercedes noire, au parking souterrain de l'hôpital. Il ne démarra pas le moteur, n'alluma pas de musique, ne passa aucun coup de fil. Il resta assis là, les 2 mains sur le volant, fixant le mur de béton devant lui. Il repensa à Ashton, 14 ans, debout dans la cuisine, contemplant le corps de leur père sans verser une larme. Et il repensa à lui à 19 ans, debout juste à côté de lui, sans pleurer non plus. Car les frères Valenti n'avaient pas le droit de pleurer. Leur père le leur avait appris avant de mourir. Et maintenant, Tristan venait de signer les papiers condamnant son frère à mort, sans verser une larme. Il se haïssait pour cela plus que pour tout ce qu'il avait jamais fait. 20 minutes plus tard, il démarra le moteur et se rendit au restaurant privé de la famille à Tribeca, où 4 caporégimes l'attendaient déjà autour de la table ronde derrière la cuisine. La réunion fut rapide, froide et pragmatique. Comme toutes les réunions d'affaires que Tristan avait jamais animées. Il exposa la situation. Ashton ne survivrait pas. L'Empire avait besoin d'un nouveau dirigeant. Et la transition devait se faire discrètement et méthodiquement, avant que Benedetti ne puisse réagir. 2 caporégimes acquiescèrent aussitôt. Ils attendaient cette réunion depuis la semaine précédente. L'un d'eux demanda qui le remplacerait et jeta un regard à Tristan, mêlant calcul et espoir. Mais Nico Marchetti se leva d'un bond, quittant le coin de la pièce où il était resté silencieux depuis le début. Il déclara que son patron n'était pas encore mort, que 72 heures ne s'étaient pas écoulées et que quiconque souhaitait discuter du remplacement d'Ashton Valenti de son vivant devait s'adresser directement à Nico. Un silence s'installa quelques secondes. Tristan regarda Nico et dit que la loyauté était admirable, mais que la réalité était la réalité, puis reprit la réunion comme si Nico n'existait pas. Nico sortit, frappa le mur du couloir jusqu'à ce que ses jointures saignent, puis retourna à l'hôpital en voiture, ne sachant où aller d'autre. En sortant de l'ascenseur à l'étage des chambres particulières, il la vit immédiatement. Une grande couronne mortuaire de lys blanc se dressait devant la chambre 1847, accompagnée d'une petite carte où Gianni Benedetti présentait ses plus sincères condoléances. Ashton n'était pas mort. Pourtant, Benedetti avait déjà envoyé des fleurs pour les funérailles, non par erreur, mais comme une déclaration. Un affront à toute la famille Valenti,
une façon de dire qu'à ses yeux, Ashton était déjà mort, et que personne ne pouvait rien y changer. Nico fixa la couronne pendant 3 secondes, puis la souleva d'une main, traversa le couloir et la jeta dans une poubelle en inox avec un fracas qui résonna sur le sol. 2 gardes en faction le regardaient, mais aucun ne disait un mot. Des pétales de lys blanc jonchaient le sol du couloir comme une neige hors saison, et Nico, debout au milieu de ces pétales, respirait bruyamment, se demandant s'il gardait un homme vivant ou s'il veillait à la porte d'un mort, tandis que la pègre new-yorkaise était sous le choc de la couronne funéraire de Benedetti et de la réunion de passation de pouvoir dans le restaurant de Tribeca, à plus d'1 heure de métro. Dans un studio exigu, au 51e étage d'un immeuble délabré du Bronx, Brun Callaghan, assise par terre dans la cuisine, pressait un petit pansement adhésif sur le genou de Willa, la fillette ayant trébuché sur un pied de table. Elle réalisa alors que c'était le dernier pansement de la boîte. Il faudrait qu'elle pense à en racheter s'il lui restait quelque chose après avoir payé la facture d'électricité. Et elle savait qu'il n'en resterait pas, mais elle s'en occuperait plus tard, car Brun Callaghan avait l'habitude de tout remettre au lendemain, jusqu'à ce que ce lendemain devienne un mur infranchissable. Elle avait 27 ans, mais sa vie lui paraissait déjà aussi longue que celle de quelqu'un qui en avait vécu 60. Sa mère, Marie Callaghan, était la seule personne au monde à avoir jamais dit à Brun qu'elle méritait d'être aimée. Elle mourut d'un cancer du sein quand Brun avait 17 ans, dans la chambre la moins chère que l'assurance couvrait, partagée avec 3 autres patientes. Son dernier geste fut de tenir la main de Brun et de lui murmurer une prière gaélique que sa propre mère lui avait apprise, puis de lui dire de s'en souvenir, car un jour elle en aurait besoin plus que de tout au monde. Son père, Patrick Callaghan, était un homme dont Brun ne se souvenait que par l'odeur d'un whisky bon marché et le bruit d'une porte qui claquait à minuit. Il était parti quand Brun avait 9 ans, ne laissant derrière lui que des factures impayées et une fille qui avait appris que les hommes partaient. Toujours. La famille en Irlande, les proches qu'elle appelait chaque Noël, ont rompu tout contact après la mort de Marie, non par cruauté, mais parce que la pauvreté, de part et d'autre de l'Atlantique, ne leur permettait pas d'entretenir des relations sans utilité concrète. Brun avait 17 ans. Orpheline de mère. Abandonnée par son père. Seule au monde. Et lorsque Kyle Morrison est apparu au restaurant, faisant la vaisselle avec un large sourire et des mains chaleureuses qui l'attiraient contre elle, Brun a cru que Dieu avait enfin entendu ses prières. Kyle avait 6 ans de plus que lui. Plombier, il gagnait suffisamment pour louer un 2 pièces à Yonker. Et pendant les 6 premiers mois, il fut l'homme le plus gentil que Brun ait jamais connu. Puis, les 6 mois suivants, il devint un cauchemar. Cela commença par des mots, des remarques acerbes sur sa stupidité, sur sa façon de cuisiner, sa façon de rire, sa façon de respirer. Puis vint la première gifle, que Kyle qualifia d'accident et pour laquelle il pleura et s'excusa pendant 2 heures. Puis vint la deuxième, sans excuse. Puis la troisième, la quatrième, la 5e. Jusqu'à ce que Brun cesse de compter et n'ait plus envie de compter. Quand Brun a découvert qu'elle était enceinte, elle a cru que le bébé changerait Kyle. Parce que c'est ce que se disent toutes les femmes désespérées. Mais Kyle n'a pas changé. Il a simplement trouvé d'autres raisons d'être en colère. Ce soir-là, alors que Brun était enceinte de 7 mois, elle a dit à Kyle qu'elle voulait partir car elle avait peur pour le bébé. Et Kyle la poussa. Ce n'était pas la poussée la plus forte qu'il lui ait jamais donnée. Mais elle se trouvait en haut des escaliers. Et 12 marches en bois, il n'en faut pas beaucoup pour tout détruire. Brun tomba, son corps se tordant dans le vide. Son seul réflexe fut de se blottir contre son ventre arrondi, laissant son dos et ses poignets heurter chaque marche à la place du bébé. Elle gisait au pied de l'escalier, incapable de respirer malgré la douleur, ses vêtements imbibés de sang, son poignet gauche brisé et enflé d'un bleu violacé. Kyle, debout en haut des escaliers, la regarda, puis sortit et ferma la porte. Brun resta là, seul, sur le sol de bois froid, une main crispée sur son ventre, l'autre inerte et brisée le long de son corps. Et elle se mit à réciter la prière gaélique que sa mère et sa grand-mère lui avaient apprise, la répétant sans cesse, jusqu'à ce qu'un voisin entende ses gémissements et appelle une ambulance. Willow était née 2 mois prématurément par césarienne d'urgence à l'hôpital Lincoln du Bronx. Pesant moins de 2 kilos, elle était si petite qu'elle tenait dans une main d'adulte. Allongée sur la table d'opération, Brun fixait le plafond blanc. Elle demanda à l'infirmière si Kyle était venu, et celle-ci secoua la tête avec cette expression de pitié que Brun ne connaissait que trop bien. Kyle ne vint pas ce jour-là, ni le lendemain, ni jamais. Il disparut comme son père, laissant derrière lui une longue cicatrice au poignet gauche et une petite fille qui dut rester 3 semaines en couveuse avant d'être assez forte pour rentrer à la maison. Quand Brun a tenu Willow dans ses bras pour la première fois, le bébé était si petit qu'elle craignait de le briser rien qu'en respirant. Elle a alors murmuré une prière gaélique à sa fille, la rassurant en lui disant que tout irait bien, même si elle ne savait pas comment. Dès lors, chaque matin, elle se levait à 4 heures, donnait le biberon à Willow,
la couchait dans son berceau, prenait son service du matin à l'hôpital, rentrait pour l'allaiter, travaillait l'après-midi à la laverie, rentrait pour la coucher, puis faisait le ménage dans des bureaux. Non pas par courage. Brin ne s'était jamais considérée comme courageuse. Elle n'avait tout simplement pas d'autre choix que de se battre. Car si elle baissait les bras, Willow se retrouverait seule, et elle préférait mourir plutôt que de laisser sa fille grandir seule au monde comme elle l'avait fait. Tandis que Brin se levait chaque jour pour sa petite fille dans le monde extérieur, hors de portée de tous, Ashton Valenti dérivait. Non pas comme flottant sur l'eau ou comme dans un rêve, mais comme dérivant dans le néant. Une vaste étendue grise sans haut ni bas, sans avant ni après, sans douleur et sans sensation, sans peur et sans paix. Il n'y avait absolument rien. Ashton ignorait depuis combien de temps il était là, qui il était, s'il était vivant ou mort. Et la plupart du temps, cela lui était égal, car le néant possédait un pouvoir que la violence n'avait jamais eu. Tout s'engourdissait, devenait insignifiant, si doux qu'on ne cherchait même pas à résister. Parfois, des sons perçaient le brouillard, mais la plupart étaient vides et froids. La voix d'une femme prononçait des mots qu'Ashton ne comprenait pas, quelque chose à propos d'activité cérébrale, de fonction du tronc cérébral et de pronostic. Une voix qui portait l'odeur du désinfectant et l'impuissance professionnelle de quelqu'un habitué à voir ses patients mourir. La voix d'un homme qu'Ashton sentait familière sans pouvoir l'identifier parlait de transition, d'échéance et de décision. Ces mots, tranchants comme des lames, fendaient le brouillard avant de disparaître sans laisser de traces. La voix d'un autre homme, plus jeune, accablé par la culpabilité et la colère, implorait « Patron, réveillez-vous ». Il disait qu'il ne pouvait pas tout porter seul, qu'il était désolé de ne pas avoir été assez rapide. Cette voix pesait encore plus lourd sur Ashton, comme si on l'entraînait plus profondément au lieu de le tirer vers le haut. Puis, une quatrième voix se fit entendre. Celle-ci était différente de toutes les autres. Elle ne comportait aucun terme médical, aucun calcul stratégique, aucune culpabilité ni aucun regret. Cette voix racontait des histoires. Le texte parlait d'une petite fille qui avait appris un nouveau mot ce jour-là. Ce mot était Luna. L'enfant pointa le ciel du doigt et rit. Ashton ne savait pas ce que signifiait Luna, mais la façon dont la voix prononçait le mot lui fit comprendre que ce devait être quelque chose de beau. Le texte parlait d'un lapin en peluche auquel il manquait un œil, que l'enfant serrait contre elle chaque soir pour s'endormir, de la façon dont la petite fille tenait la main de sa mère dans la rue et pointait tout du doigt, demandant sans cesse « Qu'est-ce que c'est ?» Parfois, la voix évoquait la tristesse, l'épuisement, la peur, les longues nuits blanches. Mais même dans la tristesse, elle portait en elle quelque chose qu'Ashton ne trouvait dans aucun autre son, de la chaleur. Une chaleur véritable. Non pas la chaleur de la flatterie, de la loyauté par obligation ou de l'affection conditionnelle, mais la chaleur de quelqu'un qui lui parlait sans autre raison que la conviction qu'il méritait d'entendre une voix bienveillante. Ashton ignorait à qui appartenait cette voix, à quoi elle ressemblait, ce qu'elle représentait pour lui, mais chaque fois qu'elle se faisait entendre, le brouillard gris semblait s'éclaircir légèrement, et chaque fois qu'elle s'évanouissait, les ténèbres s'épaississaient et Ashton s'enfonçait toujours plus loin dans le néant où tout n'avait plus de sens. Cette voix était le seul lien qui restait à Ashton, et il s'y accrochait de toutes ses forces, avec l'instinct le plus profond qui lui restait, celui qu'un coma ne pouvait effacer, l'instinct de celui qui est sur le point de se noyer, qui sait que s'il lâche prise, il n'y aura jamais de seconde chance. Ce soir-là, Brin arriva à l'hôpital pour son service, comme tous les soirs, poussant son chariot de concierge dans le couloir du service privé. Avant même qu'elle puisse se diriger vers la chambre 1847, l'infirmière Margot sortit du poste de soins et l'arrêta. Margot était une femme d'âge mûr aux cheveux argentés, qui avait toujours des bonbons à l'amande dans sa poche et qui, parfois, glissait discrètement à Brin une brique de lait de la cafétéria du personnel sans dire un mot. Cette gentillesse silencieuse, fruit d'une longue expérience à l'hôpital, lui avait appris que parfois, une brique de lait gratuite vaut plus que n'importe quel discours de réconfort. Mais ce soir-là, Margot n'apportait ni bonbons à la menthe ni lait, elle apportait de mauvaises nouvelles. Elle entraîna Brin à l'écart, dans un coin du couloir, et lui annonça aussi doucement que possible que la famille avait décidé de débrancher la patiente de la chambre 1847 dans 72 heures. Margot pensait que Brin devait le savoir, car elle l'avait vu lui parler tous les soirs depuis 3 semaines. Brin resta là, les mains toujours posées sur la poignée du chariot du concierge, et elle pleurait. Non pas des sanglots, pas un bruit, juste des larmes qui coulaient sur ses joues sans qu'elle prenne la peine de les essuyer. Elle ne comprenait pas pourquoi elle pleurait. Elle n'a appris le véritable nom de cet homme qu'à la 2e semaine, en le lisant sur le tableau au pied du lit. Elle ignorait tout de sa profession, de son lieu de résidence, et même s'il avait une famille ou des amis. Elle savait seulement que, pendant 3 semaines, elle lui avait tout confié, tout ce qu'elle n'avait jamais dit à personne d'autre. L'histoire de Willa, sa peur, ses longues nuits, et le mince espoir fragile qu'elle dissimulait au fond d'elle, comme si le fait de le prononcer à voix haute le ferait disparaître. Et maintenant, la seule personne au monde qui savait tout cela allait disparaître.
Brun s'essuya les yeux du revers de sa manche et demanda à Margot si elle pouvait entrer dans la chambre une dernière fois, juste quelques minutes. Margot acquiesça et se détourna pour que Brun n'ait pas honte de ses larmes. Brun entra dans la chambre 1847, laissa le chariot du concierge dans le couloir et, pour la première fois, elle ne nettoya pas, n'essuya pas les surfaces, ne changea pas le sac poubelle. Elle se contenta de rapprocher la chaise en plastique blanc du lit et de s'asseoir. La pièce était identique à toutes les autres nuits. Le bip régulier des machines, la lumière tamisée, l'odeur de désinfectant mêlée à celle du linge propre. Les 2 gardes postés devant la porte ne lui prêtaient aucune attention. Ils étaient habitués à voir la petite femme de ménage entrer dans la chambre chaque soir avec son chariot, puis le ressortir discrètement. Brun étudia le visage d'Ashton, l'étudia vraiment pour la première fois depuis qu'elle nettoyait cette chambre. Il avait 36 ans, mais les rides autour de ses yeux étaient celles d'un homme d'une 50aine d'années. Sur sa joue gauche, une légère cicatrice, longue d'environ 2 doigts, qu'elle supposa être une blessure au couteau, marquait son visage. Sur son cou, une autre cicatrice, plus petite et plus ronde, lui laissait deviner l'origine de laquelle elle préférait ne pas s'interroger. Mais sous ces cicatrices, sous les traits durs de sa mâchoire et de ses sourcils, Brun aperçut un visage épuisé, une fatigue viscérale, une fatigue qui ne venait pas de 3 semaines de coma, mais d'une vie entière sans repos, la même fatigue qu'elle voyait chaque matin dans le miroir. Et elle pensa que peut-être, avant de se retrouver sur ce lit d'hôpital, cet homme n'avait jamais vraiment vécu non plus, qu'il n'avait fait que survivre au jour le jour, comme elle. Sauf que lui survivait dans un Penthouse, et elle dans un studio du Bronx, mais la solitude, elle, ne se souciait pas des codes postaux. Brun se pencha et commença à parler, sa voix un murmure destiné à elle seule. Elle dit qu'elle était désolée que personne n'ait pu le sauver, désolée que ce monde traite les gens comme s'ils n'avaient d'importance que tant qu'ils étaient utiles. Elle lui parla du fil invisible, de ce que sa grand-mère avait enseigné à sa mère, et que sa mère lui avait transmis, que chaque âme au monde est reliée par des fils invisibles à l'œil nu, et que lorsqu'une personne tire doucement sur un fil, ailleurs une autre le ressent. Elle ajouta qu'elle tirait sur ce fil depuis 3 semaines maintenant, et qu'elle ne savait pas s'il pouvait le sentir, mais qu'elle espérait. Alors Brun posa sa main sur le front d'Ashton, ferma les yeux et murmura la prière gaélique transmise de génération en génération, de sa grand-mère à sa mère, puis de sa mère à elle. Les syllabes ancestrales flottaient doucement dans la pièce silencieuse, comme si elles y avaient toujours été, comme si elles avaient attendu ce moment précis, à travers les générations, pour être prononcées. Elle serra une dernière fois la main d'Ashton, sa main rugueuse et craquelée enlaçant la sienne, plus grande et plus chaude. Elle la garda longtemps ainsi avant de la lâcher, de se lever, de remettre la chaise à sa place et de sortir de la pièce sans se retourner, car elle savait que si elle le faisait, elle n'aurait plus la force de partir. Brun ouvrit la porte du studio au 5e étage de l'immeuble du Bronx juste avant minuit, alluma le néon, et l'ampoule vacilla 3 fois avant de rester allumée, diffusant une lumière blanche et blafarde qui rendait tout dans la pièce pire qu'il ne l'était, même si la réalité était déjà suffisamment pénible. Elle posa ses clés sur la table basse en agglomérée près de la porte, une jambe calée par un vieux annuaire téléphonique, retira ses baskets usées et entra dans la cuisine pour ouvrir le réfrigérateur. À l'intérieur, il y avait une demi-brique de lait presque périmée, un morceau de fromage emballé dans du papier aluminium, 3 œufs et une carafe d'eau filtrée. Elle referma doucement le réfrigérateur, comme si le claquer plus fort risquait de faire disparaître les quelques aliments qu'il contenait. Au bord du lit, Willa était assise par terre, au milieu d'un tas d'oreillers et de couvertures, serrant contre elle son lapin en peluche borgne. Ses grands yeux ronds suivaient l'arrivée de sa mère. Madame Pock était retournée à son appartement, au bout du couloir, vers 9 heures après avoir donné à Willa son dîner, du riz blanc et un œuf au plat. Depuis, Willa attendait seule dans l'appartement fermé à clé, sans pleurer. Elle y était habituée. À même pas 2 ans, elle était déjà habituée à attendre, à voir sa mère partir et revenir sans cesse. Savoir que sa mère allait revenir lui suffisait. Brun s'assit par terre à côté d'elle. Willa pencha la tête et la regarda avec des yeux trop grands pour son âge. D'une petite voix claire et triste, elle demanda « Maman ». Brun essaya de sourire et répondit que non, que sa mère était juste fatiguée. Mais ses yeux étaient encore rouges d'avoir quitté la chambre. « 1847 », disait-elle. Elle savait qu'elle ne trompait personne, pas même une enfant de 2 ans. Son téléphone vibra dans sa poche. Brun le sortit et sentit son sang se glacer. Kyle Morrison, 2 ans sans nouvelles, 2 ans à croire, peu à peu, qu'il était vraiment parti. Et maintenant, son nom apparaissait sur l'écran fissuré de son téléphone, tel un fantôme sorti d'un cauchemar dont elle pensait s'être réveillée. Le message était court, froid, et chaque mot était calculé. Il a dit avoir consulté un avocat, qu'il allait demander la garde car il avait entendu dire qu'elle laissait l'enfant seul la nuit pour aller travailler, ce qui, selon lui, justifiait une réévaluation de la décision par le tribunal. Il a ajouté que si elle souhaitait régler l'affaire à l'amiable, elle devait le rappeler.
Brun savait que Kyle avait des antécédents de violence conjugale, qu'avec un tel casier judiciaire, quasiment aucun tribunal new-yorkais ne lui accorderait la garde, et qu'il ne s'agissait là que d'une tentative d'extorsion de la part d'un lâche. Mais Brun savait aussi quelque chose que Kyle savait mieux que quiconque. Pour se défendre, elle avait besoin d'un avocat, et les avocats spécialisés en droit de la famille à New York facturaient entre 300 et 500 $ de l'heure. Même en cas de victoire, les frais d'avocat s'élèveraient tout de même entre 5 000 et 10 000 $, une somme qu'elle n'avait pas, qu'elle n'avait jamais eue et qu'elle ne savait pas quand elle aurait un jour. Kyle ne voulait pas de Willa. Il ne l'avait jamais voulu. Il voulait de l'argent, du pouvoir, voir Brun terrorisé, ou les trois à la fois, et le pire, c'est que ça marchait. Brun s'assit par terre, fixant le message jusqu'à ce que les lettres se brouillent sous l'effet des larmes. Puis, d'une main tremblante, elle l'effaça comme si l'effacer le rendait irréel, posa le téléphone face contre terre, prit Willa dans ses bras et la serra fort. L'enfant ne comprenait pas ce qui se passait, mais l'instinct d'un enfant élevé dans l'instabilité la fit se taire et serrer sa mère contre elle de ses deux petits bras, une main agrippée à l'oreille du lapin en peluche borgne. Brun pleurait en silence, de ces pleurs qu'elle avait appris à maîtriser après des années d'entraînement. Les épaules tremblantes, le souffle court, elle ne laissait échapper aucun son, car elle ne voulait pas que Willa l'entende. Assise sur le sol froid du studio, sa fille dans les bras, elle repensait aux 12 400 $ de dette d'hôpital contractée 2 mois plus tôt, lorsque Willa avait été admise à l'hôpital Lincoln pour une pneumonie. 3 nuits aux urgences pédiatriques, perfusion, antibiotiques, radiographie pulmonaire. À la réception de la facture, Brun avait failli s'évanouir. La sécurité sociale avait refusé une grande partie du remboursement à cause d'une erreur administrative, une simple case oubliée sur le formulaire de renouvellement. Une petite erreur stupide qu'elle n'avait pas eu le temps de corriger, car ce jour-là, elle avait enchaîné 3 emplois et donné le biberon à Willa dans le bus. Et maintenant, cette erreur s'était transformée en une dette de 12 400 $. L'agence de recouvrement l'appelait chaque semaine d'une voix polie et robotique. Brun serrait Willa plus fort contre elle, fermait les yeux et sentait le précipice s'abattre sur elle. Non pas une simple métaphore, mais une véritable épreuve, de celle où un seul faux pas la précipiterait dans la chute, sans que personne ne puisse la rattraper. Willa se mit à tousser à 2 heures du matin, une toux sèche et rauque comme des cailloux qui s'entrechoquent dans sa petite poitrine. À 3 heures, son corps était si brûlant que Brun posa la main sur son front et recula d'un bond. Brun n'avait pas de thermomètre, car le sien était à plat depuis 1 mois et elle n'avait pas pu en acheter un nouveau, mais elle n'avait pas besoin de thermomètre pour savoir que cette fièvre était pire que les précédentes. Willa était allongée sur le lit, les yeux fermés, les joues rouges, la sueur ruisselant sur ses cheveux fins. Elle laissait parfois échapper un léger gémissement avant qu'une nouvelle quinte de toux ne la saisisse et ne la fasse se recroqueviller sur elle-même. Brun courut à la cuisine, ouvrit le robinet d'eau froide, trempa un linge, revint le poser sur le front de sa fille, le retourna, le trempa à nouveau, le reposa, répétant ce cycle de 3 à 4 heures du matin, dans l'appartement silencieux, seulement troublé par la toux de son enfant et le goutte à goutte du linge humide. Elle donna à Willa la moitié de la dernière dose de médicaments contre la fièvre pour enfants qui restait dans le flacon, en l'inclinant délicatement pour ne pas perdre une goutte, puis s'assit contre le mur, la serrant contre elle et attendant que le médicament fasse effet. Vers 4 heures, la fièvre baissa légèrement, mais la toux persistait. Brun, assise là, regardait le ciel s'éclaircir à travers la vitre sale, tandis que son esprit s'égarait dans des calculs infructueux. C'était dimanche. Madame Pack avait dit la veille qu'elle partait dans le Queens rendre visite à sa fille et sa petite-fille, et qu'elle ne serait de retour que tard dans la soirée. L'absence de Madame Pack signifiait que personne ne s'occuperait de Willa. Brun n'avait pas d'amis proches dans cet immeuble, pas de famille dans cette ville, personne au monde à l'exception de sa gentille voisine coréenne partie vivre dans le Queens. La clinique gratuite de Willis Avenue, où Brun emmenait habituellement Willa lorsqu'elle était malade, était fermée le dimanche et ne rouvrirait que le lundi. L'emmener aux urgences signifiait une nouvelle facture qu'elle ne pouvait pas payer, s'ajoutant aux 12 400 $ qui l'accablent déjà. Le téléphone de Brun vibra à 4h15. La responsable de l'équipe de nuit de l'hôpital appela, la voix fatiguée et suppliante, expliquant que la grippe avait mis hors service 3 autres membres de l'équipe de nettoyage de nuit et qu'ils étaient en sous-effectif critique. Elle demanda si Brun pouvait prendre le quart de dimanche, de 18h à 6h. Brun a dit qu'elle ne pouvait pas. Son enfant était malade. La superviseure est restée silencieuse un instant, puis a prononcé les 2 mots qu'elle savait que Brun ne pourrait pas refuser. Salaire doublé. Brun ferma les yeux. Un salaire doublé pour une journée de 12 heures, c'était suffisant pour payer le loyer du mois, dont le propriétaire le lui avait déjà rappelé 2 fois. Cela leur permettait d'acheter des médicaments contre la fièvre et des antibiotiques si Willa en avait besoin. Cela leur permettait de garder un toit au-dessus de leur tête pendant encore 30 jours avant la prochaine crise. Cela leur permettait de ne pas se retrouver à la rue, en plein hiver new-yorkais, avec un enfant en bas âge fiévreux dans les bras.
Brun ouvrit les yeux et regarda Willa endormie sur le lit, les joues encore rouges, une main agrippée à l'oreille du lapin en peluche borgne. Sa respiration lourde mais régulière maintenant que le médicament faisait effet, elle annonça à la responsable qu'elle était venue. Puis elle resta longtemps assise au bord du lit, à regarder sa fille dormir. Elle se détestait pour cette décision, tout en sachant qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une décision. C'était se résigner à ce genre d'arithmétique que les pauvres sont contraints de résoudre chaque jour. Des équations où chaque réponse est fausse, et où l'on ne peut choisir que la moins fausse. À 5 heures du soir, Brun donna un bain à Willa à l'eau chaude, l'habilla du pyjama le plus propre qu'elle possédait, et lui donna un peu de sirop contre la toux trouvée au fond du placard, périmée depuis 2 mois, mais mieux que rien. Elle enveloppa Willa dans la couverture la plus épaisse qu'elle possédait, serra le lapin en peluche borgne contre elle, lui mit un bonnet en laine sur la tête et la hissa sur son épaule. Willa ne pleura pas. Elle posa simplement sa tête contre le cou de sa mère et respira chaudement à travers son t-shirt. Brun quitta son studio, ferma la porte à clé, descendit 5 étages à pied, l'ascenseur étant hors service depuis une semaine, sortit dans la rue, prit un bus dans le froid glacial de février et se dirigea vers le New York Presbyterian Hospital, son enfant malade dans les bras, et ne gardant dans sa poche que la clé de son appartement et son badge d'employé. Brun arriva à l'hôpital à 6 heures du soir, où il a toujours dans les bras, et entra par la porte du personnel à l'arrière du bâtiment pour éviter d'être vu. Son premier réflexe fut d'aller dans la salle de repos du personnel au sous-sol, une petite pièce avec 2 banquettes en vinyle vert, une vieille table en bois, un micro-ondes et une cafetière que quelqu'un avait préparée lors de l'équipe précédente et oublié de jeter. Elle étendit la couverture qu'elle avait apportée sur la banquette contre le mur, déposa doucement Willa, cala sa tête sur une veste pliée en guise d'oreiller, serra contre elle le lapin en peluche borgne, puis recula d'un pas pour la regarder. Willa était recroquevillé sur le banc, si petit qu'il était à moitié vide. Ses joues étaient rouges de fièvre, sa respiration encore haletante, mais elle s'était endormie dans le bus et ne s'était pas réveillée. Brun prit une profonde inspiration et monta pointer. Dès lors, la bataille entre la mère et la femme de ménage commença. Elle nettoyait les chambres du 3e étage, posant la serpillière toutes les 15 minutes pour descendre en courant au sous-sol voir Willa, puis remontant aussitôt pour continuer. Elle nettoyait les chambres du 5e étage, 15 minutes pour descendre, 15 minutes pour monter, les jambes douloureuses à force d'escalader les escaliers. Elle n'osait pas prendre l'ascenseur, de peur de croiser un superviseur et de devoir expliquer pourquoi elle était essoufflée et trempée de sueur en plein hiver. Chaque fois qu'elle ouvrait la porte de la salle de pause, elle retenait son souffle jusqu'à ce qu'elle voie Willa toujours allongée là, respirant encore, serrant toujours son lapin en peluche contre elle. À chaque fois, elle devait lutter contre l'envie de la prendre dans ses bras et de rentrer en courant. Vers 21 heures, Willa se réveilla et commença à s'agiter. La fièvre monta de nouveau, son petit visage brûlant, ses yeux vitreux et absents, et elle se mit à appeler maman d'une voix rauque et fragile, répétant ce nom comme une prière, ne connaissant que celui de sa mère. Brun descendit en courant, la prit dans ses bras, lui essuya le visage, les mains et les pieds avec un linge humide, lui donna de l'eau tiède au biberon et la berça jusqu'à ce que Willa se rendorme. Puis elle la recoucha et remonta en courant pour continuer le ménage. Une autre nuit, le concierge passa devant la salle de repos et aperçut Willa, mais ne dit rien. Il se contenta de regarder Brun d'un air entendu, comme s'il connaissait quelqu'un du même passé, et poursuivit son chemin. Parce que tous les membres de l'équipe de nettoyage de nuit avaient une histoire similaire, chacun avait un enfant à la maison ou un proche malade qu'il fallait mettre de côté pour venir travailler, et personne n'osait les juger. À 11 heures du soir, Brun consulta la liste d'attribution des chambres et vit la 1847. Elle resta longtemps à fixer ce numéro, se rappelant que le lendemain soir, une fois les 72 heures écoulées, cette chambre serait vide, les draps changés, les machines retirées, et l'homme avec qui elle avait parlé pendant 3 semaines ne serait plus là. C'était la dernière fois qu'elle nettoierait cette chambre tant qu'il respirait encore. Elle baissa les yeux vers le sous-sol, pensa à Willa, allongée seule là-bas, fiévreuse, avec son lapin en peluche, et décida qu'elle ne pouvait plus la laisser seule, pas une minute de plus. Perdre son emploi n'avait plus d'importance, être licenciée n'avait plus d'importance. Elle n'allait pas laisser sa fille seule dans la salle de repos glaciale du sous-sol de l'hôpital, pendant qu'elle lavait le sol. Brun descendit les escaliers en courant et souleva Willa, l'enfant brûlante et inerte contre son épaule, puis la porta jusqu'à la chambre privée, poussant le chariot du concierge d'une main et tenant son enfant de l'autre. Arrivée à la chambre 1847, les 2 gardiens de nuit la regardèrent, puis l'enfant sur son épaule. Elle avait nettoyé cette chambre tous les soirs pendant 3 semaines. Ils reconnurent son visage, sur qu'elle était inoffensive, et le gardien plus âgé jeta un coup d'œil à l'enfant endormi et s'écarta juste assez pour la laisser passer sans dire un mot. Brun entra pour la dernière fois dans la chambre 1847. La pièce était identique à chaque nuit.
le bip régulier des machines décomptant le temps qu'Ashton Valenti avait passé, la douce lumière ambrée, un silence si profond qu'elle pouvait entendre la respiration lourde de Willa contre son épaule, se mêlant au rythme du moniteur comme deux mélodies disparates jouant par hasard la même chanson. Brin commença à nettoyer la chambre d'une main, l'autre tenant Willa contre sa hanche. Habitué à tout faire d'une seule main depuis la naissance de Willa, essuyer les tables ou changer les sacs poubelles ne lui posait aucun problème. Mais Willa, elle, ne tenait pas en place. La fièvre la rendait agitée et mal à l'aise, et elle refusait de rester immobile. Brin essaya de l'installer sur la chaise en plastique, mais l'enfant se mit à pleurer dès que son dos toucha la surface froide. Ses pleurs redoublèrent lorsque Brin la posa sur le canapé du visiteur, et elle hurla quand elle tenta de la tapoter avec une couverture. Le cri rauque et sec d'une enfant fiévreuse déchirait le silence de la pièce et sema la panique chez Brin. Elle savait que si les gardes à l'extérieur l'entendaient, elle aurait des ennuis, et que si un supérieur découvrait qu'elle avait amené un enfant malade dans la chambre d'un patient, elle serait renvoyée sur le champ. Brin se tenait au milieu de la pièce, Willa en pleurs dans les bras, la sueur ruisselant sur ses tempes. Elle cherchait désespérément un endroit, n'importe lequel, assez chaud et doux pour que Willa puisse se calmer. Son regard se posa sur Ashton. Il était allongé sur le lit d'hôpital, sa poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement au rythme du respirateur. Son corps massif était chaud sous les draps blancs. Brin savait que c'était l'idée la plus insensée qu'elle ait jamais eue, mais elle n'avait pas le choix. Elle murmura des excuses et déposa doucement Willa sur la poitrine d'Ashton, juste pour reposer ses bras une seule minute pendant qu'elle essuyait la table. Elle la reprendrait aussitôt. Willa toucha la poitrine d'Ashton et cessa de pleurer, non pas lentement, mais instantanément, comme si un interrupteur s'était enclenché. Le cri s'interrompit net, remplacé par le silence. L'enfant resta allongé là un instant, puis un autre, puis se blottit lentement contre lui comme un chaton cherchant la chaleur, pressant sa joue brûlante contre la poitrine d'Ashton, juste au-dessus de son cœur, ses petites mains agrippées au tissu de sa blouse d'hôpital. Et pour la première fois de la journée, Willa dormit, véritablement, sa respiration se calmant et s'apaisant, son visage se libérant de la douleur, comme si la poitrine de cet homme dans le coma était l'endroit le plus sûr qu'elle ait jamais connu. Brin resta figé, le souffle coupé. Elle attendit 10 secondes, 20, puis se pencha pour prendre Willa dans ses bras. Dès que sa main toucha l'enfant, Willa hurla de nouveau, instantanément, par réflexe. Brin la reposa précipitamment sur la poitrine d'Ashton, et l'enfant se tut, se recroquevillant, agrippant sa robe, et continua de dormir. Brin tenta une troisième fois, la souleva, pleura, la reposa, et le silence retomba. Une quatrième fois, elle la souleva, pleura, la reposa, le silence. Elle n'osa pas tenter une cinquième fois. Brin tira une chaise près du lit, les yeux rivés sur Willa endormie sur la poitrine d'Ashton, veillant sur la scène comme sur un miracle qu'elle ne comprenait pas, et qu'elle n'osait croire. Quand elle fut certaine que Willa dormait profondément et en sécurité, elle commença à raconter des histoires comme tous les soirs, d'une voix chuchotée à peine audible, s'adressant à tous les deux. À l'enfant endormi sur la poitrine et à l'homme qui sombrait dans l'obscurité en dessous. Elle dit que ce jour avait été le pire d'une longue série de mauvais jours, parla de la fièvre de Willa, du bus de nuit dans le froid, de son impuissance à protéger son enfant de choses aussi simples que la maladie et la pauvreté. Puis elle parla de la lune que Willa montrait du doigt chaque soir en rentrant à la maison, de la façon dont l'enfant prononçait « Luna » clairement et fièrement, comme si c'était le mot le plus important au monde. Et elle dit que peut-être, pour Willa, c'était vraiment le cas, car la lune était toujours là, chaque nuit, elle ne partait jamais. 1 heure passa, puis 2, et Brin resta là à raconter des histoires. Elle ne le remarqua pas tout de suite, mais quelque chose changeait dans la pièce. Le bip du moniteur cardiaque commença à se modifier, n'étant plus le rythme régulier et plat des autres nuits, mais un peu plus rapide, juste un tout petit peu. Le rythme cardiaque ralentissait, puis s'accélérait à nouveau, comme si le cœur tentait de se souvenir comment battre de lui-même, plutôt que sous l'influence de la machine. Brin leva les yeux vers le moniteur, croyant d'abord que sa vue se brouillait sous l'effet de la fatigue. Mais non, la courbe du rythme cardiaque ondulait différemment et la tension artérielle remontait lentement. Au cœur de l'éternelle brume grise, Ashton ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 semaines. Quelque chose reposait sur sa poitrine, léger, presque imperceptible, et pourtant chaud, vraiment chaud. Pas la vague chaleur d'un souvenir ou d'une hallucination, mais une chaleur qui avait du poids, du rythme, du souffle. Un minuscule battement de cœur frémissait contre lui, 2 fois plus rapide que le sien, rapide et fragile comme les ailes d'un papillon dans sa poitrine. Ashton le sentit à travers toutes les couches du coma et du néant. Puis vint l'odeur, lait chaud, talc et sueur d'enfant. Une odeur qu'il n'avait jamais connue, car il n'avait jamais été assez près d'un enfant pour apprendre à la reconnaître. Pourtant, son instinct le plus profond la reconnut instantanément. Puis vint la main, une toute petite main.
Il agrippait sa robe avec la poigne faible mais déterminée d'un enfant endormi, et cette poigne l'attirait vers la lumière avec une force que ni médicaments ni technologie médicale n'avaient jamais inventée. Pour la première fois en 3 semaines, Ashton n'entendait pas seulement, il sentait. Il ne se laissait pas simplement dériver, il s'accrochait, il n'existait pas seulement dans le néant, il voulait le quitter. La voix familière était toujours là, parlant de la lune, l'attirant plus près, mais c'était la chaleur sur sa poitrine qui le forçait à choisir entre lâcher prise et s'accrocher. À 4 heures du matin, l'index de la main droite d'Ashton Valenti tressaillit, un mouvement si imperceptible qu'on ne le remarquerait pas, à moins d'y prêter une attention particulière. Mais Brin tenait sa main et elle le sentit. Elle retint son souffle, le cœur battant la chamade, les yeux rivés sur sa main, attendant, et le doigt bougea de nouveau point puis, sa main entière se referma doucement sur son doigt. Brin appuya sur le bouton d'appel de sa main libre, l'autre refusant de lâcher prise. Ashton ouvrit les yeux d'Ashton Valenti s'ouvrirent pour la première fois en 3 semaines. Le monde qu'il vit n'était ni un plafond blanc ni la lumière crue d'un hôpital, mais un chaos flou et informe, comme si l'on regardait à travers une eau trouble, où tout se fondait en d'insignifiantes traînées de lumière et d'ombre. Il ne savait pas où il était, qui il était, ni combien de temps s'était écoulé. Son corps était lourd comme du plomb, chaque mouvement de doigt exigeant un effort dont il n'était pas sûr de posséder. Pourtant, il sentait 2 choses plus clairement que toute image devant ses yeux. La chaleur sur sa poitrine et la voix à côté de lui. Sa vision se précisa peu à peu, et la première chose qu'Ashton vit distinctement fut une fine couronne de cheveux châtain clair juste sous son menton, une petite tête posée sur sa poitrine, une petite main pas plus grande que la moitié de sa paume agrippée au bord de sa blouse d'hôpital. Un enfant, l'enfant des histoires que la voix lui avait racontées. Cette nuit-là, Ashton ignorait son nom, son visage, mais il savait que c'était l'enfant qui aimait la lune, celle qui dormait en serrant contre elle un lapin en peluche borgne, celle que cette voix aimait plus que tout au monde. Et pourtant, cet enfant était là, sur sa poitrine, et sa respiration légère était le fil qui l'avait ramené du néant. Ashton tourna les yeux et la vit. La femme assise sur la chaise en plastique blanc près du lit, les cheveux fins et au beurre nativement attachés, les yeux verts gonflés et rouges, des larmes coulant sur ses joues sans qu'elle prenne la peine de les essuyer. Elle le fixait, incrédule, la propriétaire de cette voix. Ashton essaya de parler, mais sa gorge était sèche et engourdie après 3 semaines d'inactivité, et ses lèvres ne bougeaient que sans émettre de son. Brin appuya de nouveau sur le bouton d'appel infirmier, encore, et en moins d'1 minute, le silence de la chambre se transforma en tempête. L'infirmière de garde accourut et vit les yeux ouverts d'Ashton. Elle resta figée un instant, incrédule, puis se retourna et courut dans le couloir en appelant le médecin de garde. Une autre infirmière accourut, puis 2, puis 3. Les lumières s'allumèrent en grand. Quelqu'un fit entrer un chariot de matériel. Quelqu'un vérifia les moniteurs. Quelqu'un appela le docteur Catherine Wells chez elle à 4 heures du matin d'une voix tremblante. « Docteur, le patient de la chambre 1847 est réveillé, oui, vraiment réveillé, les yeux ouverts et réactifs. » Dans la confusion, une infirmière remarqua Willa allongée sur la poitrine d'Ashton et s'avança pour la soulever, car il s'agissait d'une violation grave. Un enfant non identifié sur le lit d'un patient en soins intensifs. Alors que sa main glissait sous Willa, celle d'Ashton se leva, lentement, tremblante, faible au point d'avoir à peine de la force, mais d'un geste délibéré et précis. Sa main se posa sur le dos de Willa, la protégeant, la maintenant ainsi point ses yeux gris voilés se fixèrent sur l'infirmière d'un regard qui, même depuis son lit d'hôpital après 3 semaines de coma, la fit s'arrêter et reculer. C'était le premier mouvement conscient d'Ashton Valenti en 3 semaines, et il ne l'utilisa pas pour se toucher le visage, pour appuyer sur le bouton d'appel, pour faire quoi que ce soit par lui-même, mais pour garder contre lui, en sécurité, un enfant qu'il n'avait jamais rencontré. Willa ne se réveilla pas. Elle dormit malgré le chaos, malgré les bruits de pas précipités, les voix pressantes et les lumières aveuglantes. Elle était toujours blottie contre la poitrine d'Ashton, sa main agrippée à sa blouse, et la sienne, 4 fois plus grande que la sienne, reposait sur son dos comme une promesse qui n'était pas encore assez éveillée pour comprendre. Les 2 gardes à l'extérieur entendirent le vacarme et firent irruption, armes au poing. Ils virent les yeux de leur chef s'ouvrir, et l'aîné retourna aussitôt dans le couloir et sortit son téléphone pour appeler Nico Marchetti. Nico était assis dans sa voiture, sur le parking de l'hôpital où il dormait toutes les nuits depuis 3 semaines, car il ne voulait pas s'éloigner à plus de 5 minutes à pied de son patron. Quand le téléphone sonna à 4h12 du matin, il répondit à la première sonnerie, car Nico Marchetti ne laissait jamais sonner une seconde de plus. Il entendit 3 mots et le téléphone lui glissa des mains. Nico resta assis là, fixant l'obscurité, son corps tout entier secoué de tremblements incontrôlables, de ces tremblements qui surviennent lorsqu'on a tout retenu pendant des semaines et que le corps finit par trahir en libérant tout d'un coup. Il prit le téléphone,
composa le numéro de Tristan, les doigts tremblants au point de devoir s'y reprendre à 3 fois, et lorsque Tristan répondit de la voix irritée et à moitié endormie d'un homme réveillé à 4 heures du matin, Nico parvint à articuler une seule phrase: « Il est réveillé ». Un silence pesant s'installa au bout du fil. Un silence si long que Nico crut que la communication avait été coupée. Puis Tristan prit la parole d'une voix que Nico ne lui avait jamais entendue, une voix qui se brisait à chaque mot comme l'eau qui s'échappe d'un barrage fissuré. « J'arrive ». Avant même que l'aube ne se lève, la nouvelle du réveil d'Ashton Valenti de son coma se répandit dans les bas-fonds new-yorkais plus vite que n'importe quelle balle qu'il aurait pu tirer. Des bars de Hell's Kitchen aux boîtes de nuit du Meatpacking District, des entrepôts de Red Hook aux pentous de l'Upper East Side, les téléphones sonnèrent, les messages fusèrent et les réactions se divisèrent en deux camps bien distincts. Ceux qui étaient restés fidèles poussèrent un soupir de soulagement, tandis que ceux qui avaient changé de camp commencèrent à transpirer à grosses gouttes. Dans la demeure de Staten Island, Gianni Benedetti, assis dans son bureau lambrissé de chêne, sirotait un verre de vin rouge à 5 heures du matin, lorsque son capo-régime frappa à la porte et entra, le visage blême. « Valenti est réveillé, dit-il. » Benedetti resta silencieux pendant 3 secondes. Il serra alors son verre de vin si fort qu'il se brisa. Le vin rouge et le sang se mêlèrent aux éclats sur le bureau en bois. Il baissa les yeux sur sa main ensanglantée, le visage impassible. Gianni Benedetti venait de comprendre que l'homme qu'il avait cru mort, couronné de lys blanc, n'était pas mort du tout, mais qu'il reviendrait. Et quand Ashton Valenti reviendrait, la première chose dont il se souviendrait serait cette couronne. Les jours suivants, Ashton Valenti guérit d'une manière que le docteur Catherine Wells qualifia de « jamais vue dans aucun manuel de médecine ». Ses fonctions cérébrales sont revenues presque entièrement. Ses capacités cognitives sont revenues progressivement. Sa mémoire était intacte. Langage intact. Motricité faible mais s'améliorant de jour en jour. Et elle ne pouvait l'expliquer par aucune théorie scientifique, se contentant d'un haussement d'épaule et de la constatation que parfois, le corps humain fait des choses que la médecine n'a pas encore réussi à comprendre. La convalescence physique fut brutale. 3 semaines d'immobilité avaient atrophié ses muscles, et chaque tentative pour se redresser lui donnait l'impression de recevoir 3 balles à nouveau. Mais il endura sans se plaindre, car Ashton Valenti avait été poignardé, battu, affamé et torturé suffisamment de fois pour savoir que la douleur n'est qu'un signal du corps et que l'on peut ignorer ces signaux. Ce qu'il ne pouvait ignorer, en revanche, c'était le souvenir de cette nuit, flou mais certain. La chaleur sur sa poitrine, le faible battement de son cœur, l'odeur du lait et le visage de la femme qui pleurait à son chevet lorsqu'il ouvrit les yeux. Le 3e jour après son réveil, lorsqu'Ashton eut suffisamment de force pour s'asseoir, calé contre des oreillers, et parler sans être essoufflé, il appela Nico dans la chambre et lui demanda d'une voix rauque mais assurée qui était la femme de cette nuit-là. Nico attendait cette question. Il tendit à Ashton un mince dossier, fruit d'une enquête qu'il avait ordonnée le matin même du réveil d'Ashton. Parce que Nico connaissait son patron et savait que la première question d'Ashton ne concernerait ni l'Empire, ni Benedetti, ni le territoire, ni l'argent, mais elle. Bryn Callaghan, 27 ans, né dans le Bronx, d'origine irlandaise et américaine, mère célibataire d'une fille prénommée Willa, âgée de presque 2 ans, agent d'entretien au New York Presbyterian Hospital, en horaire de soir et de nuit. Elle travaille également dans une laverie automatique sur Fordham Road et fait du nettoyage de bureaux pour une entreprise d'assainissement à Midtown. Il vit dans un studio au 5e étage d'un immeuble de grand concours. Casier judiciaire vierge, aucune affaire civile, aucun lien avec le crime organisé, aucune dette de jeu, aucune consommation de drogue, irréprochable. Tellement irréprochable que Nico a fait vérifier sa situation 2 fois, car dans leur milieu, une personne aussi irréprochable ne se trouve pas par hasard au chevet d'un patron à l'hôpital. Mais elle était vraiment propre. C'était vraiment une coïncidence. C'était juste une femme de ménage qui poussait un chariot dans la chambre tous les soirs et parlait à un homme dans le coma par pure bonté. Et Nico dit à Ashton, sans pouvoir cacher son incrédulité, qu'elle n'avait aucun mobile, qu'elle ignorait qui était son supérieur. Ashton termina de remplir le dossier, le plia, le posa sur son ventre et dit « Amenez-la ici ». Nico acquiesça et partit. 2 heures plus tard, Bryn Callaghan se tenait devant la porte de la chambre 1847, vêtu de son uniforme bleu clair de femme de ménage. Les cheveux tirés en queue de cheval, le regard baissé, les mains crispées sur son ventre, elle ne savait que faire. Un homme en costume l'avait conduite jusqu'ici et lui avait dit que le patient de la chambre 1847 souhaitait la voir. Bryn l'avait suivie, car elle ne pensait pas avoir le droit de refuser. Elle se tenait maintenant sur le seuil, regardant dans la pièce, et vit Ashton Valenti éveillé pour la première fois. Il avait visiblement maigri après 3 semaines, ses pommettes étaient plus saillantes, ses orbites plus profondes. Mais ses yeux gris étaient pleins de vie. Une vie si intense que Bryn déglutit et eut envie de reculer.
Ce n'étaient pas les yeux d'une patiente fragile ayant échappé de justesse à la mort. C'étaient les yeux froids et perçants d'un homme qui en avait assez vu pour ne plus être surpris par rien, et il la fixait sans ciller, comme s'il lisait chaque page de sa vie. Brun entra, et la porte se referma derrière elle. Le silence régnait dans la pièce, hormis le bruit de l'écran. Ashton l'observa longuement, et Brun croisa son regard. Et aucun des deux ne parla pendant si longtemps que l'atmosphère devint pesante. Puis Ashton prit la parole, sa voix toujours rauque et lente, mais chaque mot était clair. « Parle-moi. » Chaque soir. Pourquoi? Non pas une question, mais une demande d'explication. Le ton d'un homme habitué à donner des ordres plutôt qu'à interroger. Brun le regarda et répondit plus doucement qu'elle ne l'aurait voulu, la gorge serrée, parce que personne d'autre ne le faisait. Chaque soir, je venais faire le ménage et tu étais là, allongé tout seul. Personne ne te parlait. Personne ne t'a tenu la main. Et ma grand-mère m'a appris que l'âme peut entendre ce que le corps ne peut pas. Alors je t'ai parlé parce que je pensais que tu avais peut-être besoin d'entendre une voix qui ne te demandait rien. Ashton ne réagit pas immédiatement. Il la fixa encore quelques secondes, puis prononça les mots que Brun ne s'attendait pas à entendre. « Je t'ai entendu. » Tout ça. J'ai entendu parler de votre fille qui apprend le mot Luna. J'ai entendu parler du lapin en peluche borgne. Je t'ai entendu parler de cette nuit terrible et de ce trajet en bus glacial. J'ai entendu la prière que tu as murmurée sur mon front. J'ai tout entendu, et ta voix était la seule chose qui m'empêchait de sombrer dans le désespoir. Brun resta là, les larmes ruisselant sur son visage avant même qu'elle puisse les retenir. Rapide et abondante, comme si une soupape s'était ouverte et qu'elle ne parvenait pas à la refermer, elle ne coulait pas de tristesse, mais parce que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui disait que sa voix comptait, que la petite gentillesse qu'elle prodiguait chaque soir, à l'abri des regards, avait réellement touché quelqu'un, qu'elle n'était pas invisible. Ashton la regarda pleurer sans un mot, sans la consoler, sans la remercier, car il ne savait pas comment faire. Mais il ne détourna pas le regard non plus. Et pour un homme qui avait passé sa vie entière à fuir toute émotion, le fait de continuer à regarder une femme pleurer devant lui sans se retourner était plus que ce que quiconque avait jamais reçu de lui. À l'extérieur de la pièce, Nico Marchetti était appuyé contre le mur, la main droite posée par réflexe sur le pistolet qu'il portait dans le dos, les yeux rivés sur la petite fenêtre de la porte. Il vit son patron, l'homme qu'il suivait depuis l'enfance, celui qu'il avait vu tuer de ses propres mains et signer la destruction de familles rivales sans sourciller, regarder une femme de ménage, en larmes, avec des yeux que Nico ne lui avait jamais vus auparavant. Des yeux ni calculateurs, ni froids, ni compatissants, ni indifférents, des yeux doux. Nico Marchetti avait travaillé aux côtés d'Ashton Valenti pendant 20 ans, et jamais, pas une seule fois, il n'avait vu ses yeux gris s'adoucir. Et maintenant, il s'était adouci pour cette femme frêle en uniforme de femme de ménage, debout et en pleurs dans une chambre d'hôpital. Et Nico comprit que quelque chose s'était passé pendant ces 3 semaines de coma, quelque chose que personne dans leur monde ne pouvait comprendre, quelque chose de bien plus important que le simple réveil d'Ashton. Après le départ de Brun de la chambre d'hôpital ce jour-là, Ashton resta longtemps silencieux, les yeux fixés au plafond, puis il appela Nico et lui dit d'une voix qui ne laissait place à aucune question. Il voulait tout savoir d'elle, pas un résumé comme la dernière fois. Il voulait tout. Nico ne demanda pas pourquoi, car il ne posait jamais de questions. Il se contenta d'acquiescer et partit. 2 jours plus tard, il revint avec un dossier 3 fois plus épais. Ashton lut chaque page depuis son lit d'hôpital, et à chaque page tournée, sa mâchoire se crispait un peu plus. La première page décrivait Kyle Morrison, 33 ans, connu pour ses antécédents de violence conjugale, une ordonnance restrictive expirée depuis 14 mois, résident à Yonker, plombier saisonnier, alcoolique et joueur compulsif. La deuxième page contenait le rapport de police de la nuit où Brun est tombé dans les escaliers, des photos de ses blessures, un poignet cassé, de nombreux hématomes, une admission aux urgences de l'hôpital Lincoln, une césarienne en urgence et un bébé né 2 mois prématurément. La troisième page révélait des messages menaçants concernant une demande de garde que Nico avait réussi à obtenir par procuration. Le langage froid et calculateur d'un homme qui ne voulait pas d'enfant mais souhaitait s'en servir comme moyen de pression. La quatrième page listait les 12 400 $ de dette d'hospitalisation de Willa suite à son admission pour pneumonie, le refus de prise en charge partielle par Medicaid en raison d'une erreur administrative, et les 3 mises en demeure envoyées par une agence de recouvrement qui appelait chaque semaine. La cinquième page montrait que les salaires cumulés de ces 3 emplois ne suffisaient toujours pas à Brun pour payer son loyer, sa nourriture, ses médicaments et ses dettes, et qu'elle avait 2 mois de loyer de retard. Ashton termina la dernière page, plia le dossier, le posa sur la table de chevet et resta longtemps assis en silence, tandis que Nico attendait dans un coin de la pièce. Nico avait vu son patron se mettre en colère à maintes reprises au cours des 20 dernières années. En colère lorsqu'on violait son territoire. En colère lorsqu'il était trahi. Il était en colère quand ses plans échouaient.
Mais cette colère était froide, maîtrisée, un outil pour atteindre un objectif. La colère qui se lisait maintenant sur le visage d'Ashton était différente. Il ne faisait pas froid. Il faisait chaud. Une chaleur crue et primitive que Nico n'avait connue qu'une seule fois auparavant, lorsqu'Ashton avait 14 ans et se tenait au-dessus du corps de son père. C'était la colère d'un homme qui voulait protéger quelqu'un et qui ne pouvait accepter qu'elle ait été blessée en son absence. Ashton donna 3 instructions à Nico, d'un ton calme, mais chaque mot portait le poids d'un ordre irrévocable. Commencez par contacter les avocats de la famille et demandez-leur de régler anonymement toutes les dettes médicales de Brun Callaghan, sans jamais lui révéler la provenance des fonds. Il faudrait faire passer le tout par une fondation caritative ou un programme d'aide médicale pour que ça paraisse légitime. Nico acquiesça. Deuxièmement, trouvez Kyle Morrison et parlez-lui. Ne le tuez pas. Car Ashton le savait, un cadavre engendre des enquêtes, et les enquêtes soulèvent des questions. Parlez-lui simplement assez clairement pour que Kyle comprenne que s'il contactait Brun ou Willa ne serait-ce qu'une seule fois de plus, ne serait-ce que par un simple message, il regretterait d'être né. Nico hocha de nouveau la tête, et cette fois, il faillit sourire, car c'était le genre de tâche qu'il accomplissait le mieux. Troisièmement, si quelqu'un ou quelque chose menaçait Brun Callaghan ou sa fille à partir de cet instant, Nico devait réagir de la même manière qu'il aurait réagi face à une menace directe visant Ashton lui-même. Nico fixa son supérieur pendant 3 secondes et dit qu'il avait compris. 3 jours plus tard, Brun ouvrit la boîte aux lettres dans le hall de son immeuble et y trouva une enveloppe de l'agence de recouvrement. Elle était habituée à ces enveloppes. Tellement habituée que ses mains ne tremblaient plus lorsqu'elle les ouvrait. Seulement une douleur sourde et familière avec laquelle elle avait appris à vivre. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de demande de paiement. C'était un avis indiquant que la totalité du solde de 12 400 $ avait été réglée par le biais d'un programme d'aide médicale communautaire et que son compte était clôturé, le solde étant nul. Brun lut la lettre 2 fois, 3 fois, puis la retourna, comme si l'explication devait se trouver au verso. Mais il n'y avait rien d'autre. Elle ignorait de quel programme il s'agissait, ne se souvenait pas avoir fait de demande d'aide, mais elle ne se posa pas trop de questions, car quand on est pauvre, au point d'être désespéré, on accepte d'abord les miracles et on se pose les questions ensuite. Cette même semaine à Yonkers, Kyle Morrison buvait de la bière dans son appartement crasseux lorsqu'on frappa à sa porte. Il ouvrit et découvrit Nico Marchetti, non pas seul, mais accompagné de 2 autres hommes. Et Nico ne dit pas grand-chose, comme toujours. Il tendit un téléphone à Kyle, mis sur haut-parleur. La voix d'Ashton Valenti résonna lentement et distinctement, répétant une seule fois ce qui arriverait si Kyle remettait la main sur Brun ou Willa. Personne ne sait exactement ce qu'Ashton a dit, car Nico ne l'a jamais répété, mais la conclusion était sans appel. Le lendemain, Kyle Morrison retira sa demande de garde, supprima le numéro de Brun, effaça tout moyen de contact et quitta Yonkers en moins d'1 semaine sans prévenir personne de sa destination. Brun ne reçut plus jamais de message de Kyle, et elle ne comprenait pas pourquoi. Mais elle ne s'en plaignit pas. Elle expira simplement le souffle qu'elle retenait, et serra Willa un peu plus fort contre elle cette nuit-là. Mais le mur n'était pas complètement tombé. 1 semaine après le réveil d'Ashton, Brun fut convoqué au bureau de l'administration de l'hôpital. 2 responsables, le visage grave, un dossier devant eux, lui annoncèrent que les caméras de sécurité avaient filmé Brun amenant un jeune enfant dans la chambre d'un patient en soins intensifs la nuit du réveil d'Ashton, que c'était une violation grave du règlement de sécurité et d'hygiène, et qu'il n'avait d'autre choix que de la licencier. Brun restait assise, à écouter. Elle ne suppliait pas, ne pleurait pas, n'expliquait rien, car elle était trop épuisée pour implorer qui que ce soit. Elle se contenta d'acquiescer et s'apprêtait à se lever et à partir lorsque le téléphone sonna. Un responsable répondit, écouta pendant 30 secondes, son visage passant de sévère à blême, puis raccrocha et regarda son collègue avec l'air de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il marchait sur un terrain miné. L'appel provenait du service juridique de l'hôpital, et le message était simple. La famille Valenti avait fait don de plus de 2 millions de $ à l'hôpital New York Presbyterian ces 3 dernières années, et son représentant légal venait d'appeler pour annoncer que si une employée nommée Brun Callaghan était affectée de quelque manière que ce soit dans le cadre de son travail, la famille reconsidérerait tous ses engagements financiers futurs. Les 2 responsables échangèrent un regard, puis se tournèrent vers Brun, et l'aîné prit la parole d'un ton complètement différent de celui d'1 minute auparavant, admettant qu'ils avaient peut-être été un peu trop hâtifs, qu'ils allaient réexaminer son cas et que Brun pouvait reprendre son travail comme d'habitude. Brun quitta le bureau administratif sans comprendre ce qui venait de se passer, sans savoir pourquoi la tempête s'était soudainement calmée, sans se douter qu'une main agissait dans l'ombre, éliminant discrètement et méthodiquement toute menace. La main de l'homme à qui elle avait parlé chaque soir lorsqu'il ne pouvait pas répondre, et qui, à présent, lui répondait de la seule manière qu'il connaissait. Ashton Valenti quitta l'hôpital un mardi matin, montant dans le SUV noir qui l'attendait à l'entrée. Nico lui ouvrit la portière, 2 voitures d'escorte postées devant et derrière lui.
Le milieu new-yorkais comprit alors que le loup était de retour. La première semaine, Ashton convoqua individuellement chaque chef de gang dans son penthouse de l'Upper East Side, non pas pour une réunion de groupe, mais pour des entretiens individuels. Il savait que la peur était plus efficace lorsqu'elle était personnelle. Ceux qui étaient restés fidèles pendant ces 3 semaines conservèrent leur poste et furent généreusement récompensés. Ceux qui avaient hésité eurent une unique chance de prouver leur loyauté en restituant tout ce qu'ils avaient pris pendant l'hospitalisation d'Ashton. Quant aux 3 alliés qui avaient rejoint Benedetti, ils reçurent un appel de Nico, et après cela, on ne les revit plus jamais à aucune table de négociation en ville. Ashton reconquit chaque territoire méthodiquement, avec une cruauté bien plus grande qu'avant d'être blessé par balle. Car avant, il était impitoyable par simple instinct, mais désormais, il était parce qu'il avait quelque chose à protéger, et quiconque le menaçait devait en payer le prix. Pourtant, entre les réunions à huis clos enfumées où il décidait du sort des autres d'un signe de tête, entre les appels nocturnes où sa voix était glaciale lorsqu'il donnait des ordres, entre ces moments où Ashton Valenti incarnait à la perfection le monstre que la pègre redoutait, il se surprenait à penser à la voix de Brin. Non pas intentionnellement, mais sa voix surgissait inopinément au beau milieu des rapports financiers ou des réunions stratégiques, sa voix parlant de Willa pointant la lune du doigt, du lapin en peluche borgne, de la façon dont elle avait dit « Je crois que tu avais peut-être besoin d'entendre une voix qui ne te demande rien ». Et chaque fois que cette voix s'élevait, Ashton avait besoin de quelques secondes pour se ressaisir et revenir dans la pièce remplie d'hommes qui attendaient ses ordres. 2 semaines après sa sortie de l'hôpital, Ashton appela ce dernier pour prendre un rendez-vous de suivi. Nico le regarda, l'air perplexe, mais ne dit rien, car Ashton avait des médecins privés qui pouvaient venir à son appartement à tout moment, et ils le savaient tous les deux. Ashton se rendit au New York Presbyterian dans l'après-midi, rencontra le docteur Catherine Wells pendant une demi-heure et l'écouta lui expliquer que sa convalescence se poursuivait de manière inexplicable et qu'il devait revenir chaque semaine. Il quitta ensuite la clinique et ralentit le pas en passant devant le sous-sol, où le personnel d'entretien commençait son service du soir. Il vit Brin pousser son chariot de nettoyage dans l'ascenseur, les cheveux attachés en queue de cheval, en uniforme bleu clair et baskets usées. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit au bout du couloir, elle s'arrêta, une main encore sur la poignée du chariot, hésitant entre le saluer et détourner le regard. Ashton s'approcha, suivi de près par Nico, et lui dit qu'il souhaitait lui parler. Ils étaient assis au café de l'hôpital, au rez-de-chaussée. Ashton buvait un café noir, tandis que Brin ne commandait rien, ne voulant pas qu'il lui offre ne serait-ce qu'un café. Ashton parlait sans détour, car il ne savait pas s'y prendre autrement. Il expliqua qu'il créait une association caritative, une vraie, pas une façade, destinée à fournir des services de garde d'enfants au personnel hospitalier de nuit et une aide d'urgence aux familles monoparentales. Il souhaitait que Brin la dirige, qu'elle triple son salaire actuel, qu'elle bénéficie d'une assurance maladie complète pour elle et Willa, et qu'elle ait un appartement de 2 chambres dans un quartier sûr, près de bonnes écoles. Non pas un cadeau, mais les avantages liés au poste de directrice générale. Brin écouta en silence pendant un long moment, les yeux rivés sur la table. Ashton attendit, chose inhabituelle chez lui, mais il attendit. Puis Brin leva les yeux et croisa son regard gris, un regard qu'elle savait désormais capable d'être glacial aux yeux du monde, mais qui s'était adouci une fois, dans une chambre d'hôpital, devant elle. Et elle dit non. Elle le remercia, mais refusa. Elle n'acceptait pas la charité. Elle avait vécu 27 ans de son propre travail et comptait bien continuer ainsi. Elle ne voulait rien devoir à personne, car elle avait déjà trop de dettes, et elle a dit que s'il voulait l'aider, il devrait s'occuper de ceux qui en avaient davantage besoin, car au moins elle pouvait encore se débrouiller seule. Ashton la regarda après son refus, sans se fâcher. Nico, à la table voisine, faillit laisser tomber son café, car en 20 ans, quiconque avait refusé l'aide d'Ashton Valenti en avait subi les conséquences. Pas toujours violent, mais jamais agréable. Et voilà qu'une femme de ménage venait de refuser la demande de son patron, qui la regardait avec un respect que Nico ne pouvait que qualifier de respectueux. Ashton acquiesça, dit qu'il comprenait, puis se leva et, avant de partir, se retourna et ajouta que l'offre resterait valable si elle changeait d'avis. Il sortit ensuite du café de l'hôpital, suivi de Nico. Dans la voiture, sur le chemin du retour vers le Penthouse, Nico jeta un coup d'œil à son patron dans le rétroviseur et vit Ashton Valenti regarder par la fenêtre, un coin des lèvres légèrement esquissé. Pas un sourire, mais presque. Et Nico pensa que c'était la première fois de sa vie qu'il voyait son patron éconduit sans avoir envie de détruire celui qu'il avait rejeté. Et peut-être était-ce le signe de quelque chose que Nico ne pouvait nommer autrement que par le mot « changement ». La vérité rattrape Brin un jeudi soir, 2 semaines après la réunion au café de l'hôpital, dans la salle de repos du personnel au sous-sol, où elle était assise avec un demi-sandwich préparé chez elle en attendant le début de son service de nuit. Le vieux téléviseur fixé au mur était toujours branché sur les informations locales que personne ne regardait, mais ce soir-là,
Brun leva les yeux car elle entendit un nom familier. À l'écran, un reportage d'actualité en direct montrait le journaliste devant le bâtiment fédéral de Foley Square. Un bandeau défilait en dessous. Ashton Valenti, le célèbre chef de la mafia de la côte est, avait miraculeusement survécu après 3 semaines de coma, et le FBI renforçait la surveillance de sa famille. Puis, une photo de lui est apparue. Non pas une photo d'hôpital, mais une photo plus ancienne. Ashton, en costume noir, sortait du tribunal. Le regard gris et froid, il fixait l'objectif, le visage impassible. Nico Marchetti, parapluie à la main, se tenait derrière lui. Le journaliste évoquait l'empire criminel des Valenti, les accusations d'extorsion et de blanchiment d'argent qui n'avaient jamais suffi à engager des poursuites, la tentative d'assassinat devant un restaurant du Lower Manhattan, et comment son réveil soudain avait stupéfié les forces de l'ordre et le milieu. Le demi-sandwich glissa des mains de Brun, qui ne le ramassa pas assise là, les yeux rivés sur l'écran. Elle suivit le récit du journaliste qui énumérait les faits reprochés à Ashton Valenti. Les gens souffraient, les commerces étaient étranglés, les quartiers vivaient dans la peur sous le joug de sa famille, et chaque mot résonnait comme un coup de poing en plein cœur pour Brun. Elle comprenait alors que l'homme à qui elle avait parlé chaque soir, l'homme pour qui elle avait prié, l'homme pour qui elle avait pleuré en le croyant mourant, l'homme sur lequel sa fille avait dormi, n'était pas un patient anonyme et malchanceux, mais l'un des hommes les plus dangereux de la ville. Le choc fut le premier réflexe. Un froid glacial la parcourut de la tête aux pieds, un froid si intense qu'elle s'agrippa au bord de sa chaise pour ne pas tomber. Puis la peur s'installa. La peur pour elle-même, et la peur pour Willa, car elle avait porté sa fille dans la chambre d'hôpital d'un chef mafieux, l'avait laissé dormir sur la poitrine d'un homme gardé par des gardes armés, croyant naïvement que c'était parce qu'il était riche, et non parce qu'il était dangereux. Ensuite, la colère arriva, brûlante et acérée, remplaçant la peur, car Brun se sentait trompé, sentait que sa gentillesse avait été exploitée même si elle ne comprenait pas encore comment, sentait qu'elle s'était livrée et avait déversé ses secrets les plus intimes et sa douleur à un inconnu, et qu'il était assis en face d'elle, buvant un café, sans souffler mot de la vérité. Brun n'a pas attendu le prochain rendez-vous de suivi. Elle a interrogé Margot au sujet de l'ancienne chambre d'Ashton, appris qu'il était déjà sorti de l'hôpital, et a alors fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle a utilisé le numéro de téléphone qu'Ashton lui avait laissé lorsqu'il lui avait proposé le poste et elle l'a appelé. Nico répondit. Et Brun, d'une voix tremblante de colère plutôt que de peur, déclara qu'elle devait voir Ashton Valenti immédiatement. 2 heures plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre à la cafétéria de l'hôpital, à la même table qu'auparavant, mais cette fois, Brun se montra impolie et agressive. Elle le regarda droit dans les yeux et lui dit qu'elle avait vu les informations, qu'elle savait désormais qui il était, qu'elle avait été stupide de parler de sa fille, de son adresse, de ses craintes à un chef mafieux, qu'elle ne voulait aucun lien avec son monde, pas même un soupçon, que sa fille était tout pour elle et qu'elle ne laisserait personne mettre Willa en danger. Elle lui ordonna de l'oublier, d'oublier Willa, d'oublier cette voix de ces nuits-là, car Brun Callahan n'avait pas sa place dans le monde d'Ashton Valenti. Ashton écouta sans l'interrompre, sans froncer les sourcils, sans se refroidir. Quand Brun eut fini de servir au café, un long silence pesant s'installa entre eux, puis Ashton prit la parole. Ce n'était pas la voix d'un chef donnant des ordres, mais une voix que Brun n'avait jamais entendue. Une voix éraillée à chaque mot. La voix d'un homme qui disait quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne, et qu'il ne dirait probablement plus jamais. Elle lui avouait être la seule à lui avoir parlé alors qu'il était allongé là. Non pas à cause de qui il était, mais parce qu'elle ignorait qui il était. Qu'elle lui avait parlé parce qu'elle était qui elle était, parce qu'elle croyait que l'âme pouvait entendre ce que le corps ne pouvait pas, parce qu'elle racontait des histoires de lune à un inconnu mourant, parce que là où le reste du monde ne voyait que pouvoir ou menace, elle voyait un homme solitaire qui n'avait jamais vraiment vécu, que personne, en 36 ans, ne l'avait jamais regardé ainsi. Pas une seule personne, qu'elle était la seule, et qui la suppliait de ne pas lui enlever cela. Ashton n'ajouta rien. Il posa l'argent du café sur la table, bien qu'aucun d'eux n'ait encore bu, puis se leva et partit, suivi de Nico. Brun resta seul dans la cafétéria de l'hôpital, fixant la chaise vide en face d'elle. Elle partit 10 minutes plus tard et alla faire le ménage comme tous les soirs. Et elle n'appela pas Ashton ce soir-là. Ou le lendemain. Ou le surlendemain. Mais ses paroles la hantaient. Ils l'ont suivie dans le bus qui la ramenait dans le Bronx. Ils l'ont suivie jusqu'au studio. Ils l'ont suivie jusqu'au lit où elle s'est allongée à côté de Willa, qui dormait avec le lapin en peluche borgne dans les bras. Tu es la seule. Brun ferma les yeux et vit ses yeux gris. Non pas les yeux froids de la télévision, mais les yeux brisés du café. Les yeux d'une orpheline de 14 ans, encore tapis au cœur d'un caïd de 36 ans. Elle comprenait qu'elle lui en voulait pour la vérité, mais ne pouvait le haïr pour la souffrance qu'il lui infligeait. Car Brun Callahan savait ce qu'était la solitude. Et cela ne changeait rien, que vous habitiez un studio du Bronx ou un penthouse de l'Upper East Side. Gianni Benedetti n'est pas devenu le chef du Sud en négligeant les détails.
Dès le réveil d'Ashton, Benedetti avait des hommes chargés de surveiller le moindre mouvement de son rival. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'un rapport inhabituel fasse surface. Ashton Valenti, un homme qui ne voyait jamais 2 fois la même femme, avait rencontré une agente d'entretien d'hôpital à 2 reprises en 2 semaines. Et à chaque fois, l'agent s'était déplacé sans son service de sécurité complet. Nico était seul à ses côtés, comme s'il ne voulait pas l'effrayer. Benedetti creusa davantage, et en quelques jours, il obtint un nom, une adresse, un horaire de travail et des photos floues de Brun, poussant la poussette de Willa le long de grands concours. Et il sourit. Car en 30 ans de vie, il avait appris que, quelle que soit la puissance d'un homme, il avait toujours une faiblesse. Et la faiblesse d'Ashton Valenti n'était ni un empire, ni un territoire, ni l'argent. C'était une maigre femme de ménage et sa petite fille. La 3e nuit, Brun sentit que quelque chose clochait. La berline noire garée en face de son immeuble, phares allumés, était apparue à 22 heures, à son retour du travail, et était toujours là à 4 heures du matin, lorsqu'elle se leva pour donner le biberon à Willa. La première nuit, elle s'était dit que c'était un invité du voisin. La 2e nuit, un malaise s'installa. La 3e nuit, elle se tenait derrière le rideau et aperçut la lueur rouge d'une cigarette à l'intérieur de la voiture. Elle sut alors que quelqu'un était assis là, à l'observer par la fenêtre. Elle ferma le rideau, verrouilla la porte à 2 reprises, actionna le verrou de sécurité, puis s'assit sur le lit, serrant Willa contre elle, et ne dormit pas avant l'aube. Elle voulait croire qu'elle était paranoïaque, que c'était New York, et que des voitures y restaient garées toute la nuit. Mais son intuition lui disait que ce n'était pas normal, cette même intuition qui l'avait mise en garde contre Kyle avant même qu'elle ne comprenne, et elle ne l'avait pas écouté alors. Alors cette fois, elle l'écouta. Puis vint la 7e nuit. Brun rentra chez elle peu avant minuit après son service, Willa endormie dans les bras, qu'elle avait déposés chez Madame Pack. Elle ouvrit la porte de l'appartement, alluma la lumière et sut immédiatement que quelqu'un était entré. Rien n'était dérangé, aucune serrure n'était forcée, tout semblait normal. Pourtant, une légère odeur d'eau de Cologne masculine, inconnue, flottait dans l'air, dans une pièce qui d'ordinaire ne sentait que le lait maternisé et le produit nettoyant. Elle sut que ce n'était ni la sienne, ni celle de Madame Pack, ni celle de quiconque ayant jamais habité cet appartement. Et puis, elle le vit. Sur l'oreiller de Willa, où sa fille dormait chaque nuit près du lapin en peluche borgne, reposait une rose rouge solitaire, parfaitement disposée au centre, pétales frais, tige soigneusement coupée comme chez un fleuriste de renom. Ni carte, ni mots, rien n'était nécessaire, car le message était plus clair que n'importe quelle menace. Nous savons où dort votre fille, nous pouvons entrer chez vous quand bon nous semble, et la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas une fleur. Brun regarda la rose et son corps réagit avant même que sa pensée n'ait pu y réfléchir. Ses genoux fléchirent, elle serra Willa si fort dans ses bras que l'enfant se réveilla en pleurant, et Brun courut dans la salle de bain, la seule pièce qui fermait à clé, claqua la porte, se laissa glisser sur le carrelage froid, le dos contre la baignoire, et serra Willa contre elle tandis qu'elles pleuraient toutes les 2. Elle resta assise là pendant 1 heure, tremblante de tous ses membres, jusqu'à ce que Willa finisse par se rendormir contre sa poitrine. Dans l'obscurité, Brun passa en revue toutes les options qui s'offraient à elle. Appeler la police et dire quoi? Que quelqu'un a déposé une fleur sur l'oreiller de mon enfant. Il se moquerait d'elle. Partir, mais où et avec quel argent? Fuir, mais où aller, alors qu'elle n'avait plus ni famille, ni amis, personne au monde à part l'enfant qui dormait contre elle? Puis elle pensa à Ashton. Elle repensa à ce qu'il avait dit au café. Elle repensa à ses yeux brisés. Elle se détestait pour ce qu'elle s'apprêtait à faire, mais elle le fit parce qu'elle était mère, et les mères font ce qu'elles doivent. Brun sortit son téléphone d'une main tremblante et composa le seul numéro qu'elle avait. Nico répondit à la première sonnerie, comme toujours. Et Brun dit d'une voix qu'elle essaya de maîtriser, en vain, « Quelqu'un est entré chez moi. Quelqu'un a déposé une fleur sur l'oreiller de mon enfant. J'ai besoin d'aide. » Nico n'a posé aucune question. Il a simplement dit, « Fermez la porte à clé. N'ouvrez à personne. » 15 minutes. 15 minutes plus tard, on frappa à la porte. La voix de Nico répondit, « C'est moi. » Brun ouvrit et Nico se tenait là, accompagné de 2 autres hommes. L'un d'eux inspecta aussitôt l'appartement, tandis que l'autre montait la garde dans le couloir. Nico regarda la rose sur l'oreiller, puis le visage de Brun, et dit, « Partez maintenant. Prenez ce dont l'enfant a besoin. N'apportez rien d'autre. » 20 minutes plus tard, Brun était assise à l'arrière d'un SUV noir, Willa enveloppée dans une couverture, les bras chargés de vêtements. Elle regardait la ville défiler par la fenêtre dans la nuit, sans savoir où ils allaient jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant un gratte-ciel de l'Upper East Side et que Nico la conduise dans un ascenseur privé directement au dernier étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le penthouse, et Ashton se tenait là. Pas de costume,
pas de rôle de down, juste une chemise blanche aux manches retroussées et un pantalon sombre, les cheveux en bataille, les yeux cernés par le manque de sommeil, malgré leur proche de 2 heures du matin. Il regarda Brin sortir avec Willa dans les bras, le visage blême, les yeux rouges et gonflés, les mains tremblantes, et l'enfant blotti contre elle, serrant contre elle le lapin borgne dans un sommeil agité. Quelque chose se brisa sur le visage d'Ashton, non pas une expression adoucie comme dans la chambre d'hôpital, non pas une fracture comme au café, mais une brise complète, comme un mur qu'il avait construit pendant 22 ans depuis la mort de son père, s'effondrant en un instant à la vue d'une femme tremblante avec son enfant, car son monde avait bouleversé la sienne. Ashton s'avança, sans toucher Brin, sachant qu'elle n'était pas prête, mais se tint suffisamment près pour qu'elle sente sa présence. D'une voix basse mais glaciale, il dit à Nico, « Trouve Benedetti. » Mets fin à tout ça. Nico hocha la tête une fois et retourna dans l'ascenseur. Dans les semaines qui suivirent, le réseau de Gianni Benedetti fut démantelé pièce par pièce, selon des méthodes dont seul le milieu criminel connaissait les détails. Personne n'a parlé du sort de Benedetti. Personne n'a posé la question. Et quand son nom a cessé d'être mentionné dans les conversations, dans les bars et les boîtes de nuit de la ville, chacun a compris qu'Ashton Valenti avait une fois de plus prouvé pourquoi il était le patron, et que quiconque s'en prendrait à ce qu'il protégeait le paierait non pas en territoire ou en argent, mais de tout son être. Une semaine après la disparition de Benedetti de la scène criminelle, Tristan Valenti se rendit aux Pantousses d'Ashton un dimanche après-midi, non pas pour discuter stratégie ou signer des papiers, mais parce qu'Ashton l'avait appelé pour lui proposer de dîner, tout simplement. Tristan accepta, car c'était la première fois en plus de 10 ans qu'Ashton l'invitait sans arrière-pensée. Ils s'installèrent dans le vaste salon donnant sur Central Park, 2 verres de whisky posés sur la table, et pour la première fois depuis très longtemps, les 2 frères discutèrent comme des frères, et non plus comme les 2 piliers d'un empire luttant pour sa survie. Tristan raconta que la veille de la fin des 72 heures, après avoir signé les documents autorisant le retrait du respirateur et concluant sa réunion avec le régime Kappa, il était rentré chez lui en voiture, s'était garé au garage, avait coupé le moteur et était resté assis dans le noir pendant 3 heures. Il a dit avoir pleuré. Il a pleuré pour la première fois depuis les funérailles de leur père, 22 ans plus tôt. Il n'a pas pleuré par crainte de perdre l'Empire, mais parce qu'il réalisait qu'il était sur le point de laisser mourir son frère sans qu'ils aient jamais échangé une seule parole vraiment importante, au-delà des chiffres et de la stratégie. Ashton écouta, sans savoir quoi répondre, car la famille Valenti n'avait jamais appris à ses fils à répondre avec franchise. Il posa la main sur l'épaule de Tristan et la maintint ainsi, et Tristan posa la sienne sur celle de son frère. Alors, les 2 hommes, si durs toute leur vie, s'étreignirent pour la première fois depuis qu'ils se tenaient près du cercueil de leur père. Une brève et maladroite étreinte, comme seuls des hommes habitués à prendre quelqu'un dans leurs bras, mais bien réelle, plus réelle que n'importe quelle poignée de main ou signe de tête échangé en 20 ans. Tristan partit à 21 heures, et lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent, le Pantouse retrouva ses 3 occupants, Ashton, Brin et Willa. Brin et Willa étaient là depuis plus d'1 semaine, depuis la nuit de la fleur sur l'oreiller. Ashton leur avait attribué une suite privée avec une porte qui fermait à clé pour que Brin se sente en sécurité, et il gardait une distance respectueuse, n'entrant jamais lorsque la porte était fermée, ne touchant jamais Brin ni Willa sans y être invité. Mais Willa ne comprenait pas la notion de distance. Elle avait presque 2 ans, et le Pantouse était le royaume le plus magique que ses petits pieds aient jamais exploré. Elle courait partout, touchant à tout avec l'insouciance et la curiosité d'une enfant qui ignorait encore que le monde pouvait la blesser. Et ce soir-là, pendant que Brin faisait la vaisselle dans la cuisine, Willa trouva Ashton. Il était assis seul sur la terrasse surplombant la ville, son 2e verre de whisky à la main, les lumières de Manhattan se reflétant dans ses yeux gris, repensant à sa conversation avec Tristan, aux années gâchées, aux mots jamais prononcés, lorsqu'il entendit de petits pas feutrés sur le sol de pierre. Willa se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant avec de grands yeux, son lapin en peluche borgne serré contre elle. Elle n'était ni timide ni effrayée. Elle s'approcha simplement d'Ashton et grimpa sur ses genoux avec l'aisance naturelle d'une enfant qui se sent en sécurité dans chaque bras. Ashton se figea. Il posa son verre de whisky trop vite et ne sut que faire de ses bras, de ses mains qui avaient tenu des armes, porté des coups, signé des ordres de destruction, maintenant agrippé par une enfant de moins de 2 ans qui lui tirait l'index. Willa lui prit la main, la tira vers le ciel, la pointa du doigt et dit d'une petite voix claire et fière, « Luna ». La lune planait au-dessus de New York, pas pleine, juste un fin croissant, mais Willa la contemplait comme si c'était la plus belle chose de l'univers, puis se tourna vers Ashton, attendant une confirmation, attendant qu'il dise oui, c'est bien la lune, car c'était ainsi qu'elle partageait sa joie avec les adultes de sa vie. Ashton baissa les yeux vers le petit visage levé vers lui et ne sut que faire de cette douceur ni où la placer dans une vie faite de violence et d'ombre, mais il s'entendit murmurer « Luna » et Willa rit, comme les enfants rient quand un adulte les comprend, puis elle posa sa tête contre sa poitrine et resta assise tranquillement à contempler la lune, tenant son doigt sans le lâcher.
Bryn se tenait dans l'obscurité derrière la porte vitrée, les mains encore humides d'eau de vaisselle, et elle voyait tout. Elle vit le plus puissant chef mafieux de la côte et, immobile sur la terrasse, de peur qu'un mouvement brusque n'effraie l'enfant sur ses genoux. Elle vit des mains qui avaient tué, berçant les petits doigts de sa fille. Et elle vit la véritable personne derrière Ashton Valenti, l'orphelin de 14 ans, qui n'avait jamais connu l'affection et était devenu un monstre pour survivre, à qui l'enfant d'un inconnu apprenait désormais à appréhender le monde sans le détruire. Les jours suivants, une affection grandit entre trois, au rythme lent des phases de la lune. Ashton prépara des pâtes pour Willa à 2 heures du matin, lorsqu'elle se réveilla affamée. Debout dans sa cuisine luxueuse, il faisait bouillir des nouilles dans une casserole dont il avait dû chercher le mode d'emploi sur Internet, car il n'avait jamais cuisiné de sa vie. Il lisait à Willa tous les soirs avant de dormir, sa voix raide et maladroite car il n'avait pas l'habitude de lire à voix haute. Mais Willa se fichait de savoir si sa voix était belle ou mauvaise. Elle avait juste besoin de quelqu'un à ses côtés. Il lisait jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis continuait de lire quelques pages car il ne voulait pas s'arrêter. Certains soirs, Bryn et Ashton s'asseyaient dans la cuisine pour boire du café après que Willa se soit endormie. Leurs mains se frôlaient par inadvertance lorsqu'ils attrapaient la cafetière en même temps. Ils se retiraient aussitôt et faisaient comme si de rien n'était, même s'ils savaient tous les deux que quelque chose s'était passé et qu'aucun n'était prêt à le nommer. Puis, une nuit, Willa prononça son nom dans son sommeil. Elle était allongée dans le berceau de la chambre d'amis, serrant contre elle le lapin-borgne, les yeux clos. Le nom « H » s'échappa de ses petites lèvres dans un murmure rêveur, naturel et facile, comme s'il faisait partie de son vocabulaire familier, au même titre que « maman » et « Luna ». Ashton se tenait dans l'embrasure de la porte, veillant sur elle avant le coucher. Une habitude dont il ne se souvenait plus depuis quand, et il entendit son nom sortir de la bouche d'un enfant endormi. Il resta là un long moment immobile, puis des larmes coulèrent sur ses joues. Peu nombreuses, seulement 2, une de chaque côté, mais c'étaient les premières larmes qu'Ashton Valenti versait depuis la mort de son père. Il les laissa couler, car personne ne le regardait. Mais Bryn, elle, le voyait. Elle se tenait dans le couloir derrière lui et vit les larmes sur les joues de l'homme que la pègre redoutait. Elle ne dit rien, ne les essuya pas, ne le toucha pas. Elle s'avança simplement et s'assit à côté de lui par terre, devant la chambre de Willa, son épaule contre la sienne. Ils restèrent assis là en silence, Ashton aussi, et ensemble, ils observèrent l'enfant dormir à travers l'entrebâillement de la porte. Personne ne parla, car il n'y avait rien à dire, et cela suffisait. Dans les mois qui suivirent, Ashton Valenti fit quelque chose que personne dans la pègre n'aurait cru possible, il commença à s'en éloigner. Non pas brusquement ni naïvement, car Ashton savait qu'un empire bâti sur le sang ne pouvait être démantelé du jour au lendemain. Mais il entreprit de réorienter chaque aspect de ses activités vers la légitimité. Des biens immobiliers réellement actifs, au lieu de blanchir de l'argent par le biais de la propriété, des restaurants rentables, au lieu de servir de façade, des investissements dans la technologie et la santé, au lieu de se perdre dans les méandres de la pègre. Tristan fut le premier à remarquer le changement et, pour la première fois de sa vie, il regarda son jeune frère, non pas avec inquiétude mais avec espoir. Puis, retroussant ses manches, il fit ce qu'il savait faire de mieux, transformer ses visions en chiffres. Ce qui surprit Nico et Tristan, ainsi que tous ceux qui entouraient Ashton, plus encore que la légalisation de l'Empire, fut l'œuvre caritative. Ashton la fonda avec ses propres fonds, et non avec des fonds occultes, la baptisa la Fondation Luna et en définit la mission avec la même clarté que celle dont il faisait preuve lorsqu'il donnait des ordres. Créer des services de garde d'enfants gratuits au sein des hôpitaux pour les travailleurs de nuit, afin qu'aucune mère n'ait à emmener un enfant malade au travail faute de garde, apporter un soutien d'urgence aux familles monoparentales en difficulté, et mettre en place des programmes de prévention des violences conjugales pour aider des femmes comme Bryn à s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Quand Ashton a proposé à Bryn le poste de directrice générale pour la 2e fois, elle n'a pas refusé, non pas parce que sa situation avait changé, ni parce qu'elle était devenue plus sensible à l'argent, mais parce que cette fois, elle comprenait qu'il ne s'agissait pas de charité, mais d'une mission en laquelle elle croyait, une mission forgée dans sa propre vie, dans les nuits passées à porter son enfant malade au travail faute de secours, dans les moments où elle s'était retrouvée dos au mur sans aucun secours. Elle a dit à Ashton qu'elle acceptait, car elle voulait s'assurer qu'aucune mère n'ait jamais à vivre ce qu'elle avait vécu, et Ashton a acquiescé, car il n'avait besoin d'aucune autre raison. 6 mois après avoir ouvert les yeux sur son lit d'hôpital, Ashton Valenti se tenait dans les nouveaux bureaux de la Fondation Luna, un entrepôt rénové à Brooklyn, choisi pour son emplacement au cœur du quartier. La fondation était au service des gens, et non pas retranchée dans une tour de verre à Manhattan, coupée du monde. Les murs de l'entrepôt étaient couverts de dessins d'enfants du quartier, de photos de familles aidées par la fondation, et au centre du plus grand mur trônait une fresque que Bryn avait réalisée avec les enfants le mois précédent. Un ciel étoilé avec une grande lune dorée en son centre, entouré de centaines de petites empreintes de mains colorées.
Les enfants avaient laissé leur empreinte sur le mur. Willa traversa le bureau en courant, ses petits pieds trottinant sur le sol en béton poli, son lapin en peluche borgne sous le bras comme toujours. Elle courut droit vers Ashton, lui prit la main et l'entraîna avec elle, car elle avait quelque chose d'important à lui montrer. Ashton la laissa faire, ralentissant ses grandes enjambées pour s'adapter à ses petits pas. Willa s'arrêta devant la fresque, montra une petite empreinte de main bleue juste à gauche de la lune et dit de la voix la plus sérieuse qu'une enfant de presque 2 ans pouvait avoir, « C'est celle de Willa ». Ashton s'agenouilla à sa hauteur, contempla la minuscule empreinte de main sur le mur, puis regarda Willa et dit « C'est magnifique, tout comme toi ». Bryn, de l'autre côté de la pièce, les observait, le cœur si rempli d'émotion qu'elle dut respirer profondément. En 6 mois, ils avaient recruté une équipe de 12 personnes, mis en place des dispositifs de garde d'enfants dans 5 hôpitaux, apporté une aide d'urgence à plus de 300 familles, et ce n'était que le début. Mais au-delà des chiffres, ils étaient devenus une famille. Pas une famille traditionnelle, pas une famille que quiconque aurait pu prédire, mais une vraie, tissée de pâtes cuisinées tard le soir, d'histoires avant de dormir, d'épaules qui se frôlent en silence devant la chambre d'un enfant endormi. Ashton leva les yeux vers Bryn, de l'autre côté de la pièce, et entre elles flottait ce lien invisible dont sa grand-mère lui avait parlé quand elle était petite. Elle savait désormais que le fil conducteur était réel. Ashton appela alors « Venez ici ». Willa dit que nous devons tous laisser l'empreinte de nos mains sur le mur. Tous 3 se tenaient devant la fresque. Bryn ouvrit la boîte de peinture, et l'un après l'autre, ils trempèrent leurs mains dans la peinture et les pressèrent sur le mur, près de la lune dorée. La petite empreinte bleue de Willa était déjà là, celle de Bryn était plus petite que celle d'Ashton. Des doigts fins imprimés dans l'argent. L'empreinte de la main d'Ashton était la plus grande, imprimée en gris foncé. La même main encore marquée par les callosités dues à des années passées à tenir des armes, maintenant maculée de peinture et des rires d'une enfant de presque 2 ans qui applaudissait en voyant les adultes l'imiter. 3 empreintes de mains de tailles différentes gisaient côte à côte, se chevauchant légèrement, formant une petite constellation parmi des centaines d'autres sur le mur. Mais ces 3-là étaient liés d'une manière qui allait de soi. Willa leva les yeux vers la fresque, aperçut la grande lune dorée dans le ciel nocturne peint et la pointa du doigt en disant « Luna », de la même voix qui, 6 mois plus tôt, avait réussi à atteindre un homme plongé dans le coma et l'avait empêché de sombrer dans le désespoir. Ashton et Bryn répondirent ensemble à Luna, puis se regardèrent et sourirent, un doux sourire partagé par 2 êtres qui avaient traversé trop d'obscurité pour ne pas chérir chaque parcelle de lumière, si infime soit-elle. Et ils se tenaient là, sous un ciel peint d'étoiles et de rêves, 3 âmes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité et s'étaient mutuellement guidées vers la lumière, main dans la main, prêtes à consacrer le reste de leur vie à aider les autres à trouver leur propre constellation dans la nuit. Car parfois, la magie la plus miraculeuse ne vient ni de la médecine, ni de l'argent, ni du pouvoir, mais de l'acte le plus simple et le plus révolutionnaire de tous, la bienveillance envers autrui. Nous sommes tous liés par des liens invisibles, et lorsqu'on en tire doucement un, quelqu'un le ressentira quelque part, et si l'on a de la chance, cette personne nous rendra l'appareil. Cette histoire nous rappelle que la gentillesse n'est jamais vaine, quel que soit son destinataire. Que la compassion a le pouvoir de guérir des blessures que le monde entier ne peut réparer. Que personne n'est trop riche pour avoir besoin d'amour, ni trop pauvre pour en donner. Et que la véritable famille ne se définit pas toujours par les liens du sang, mais peut naître des moments les plus inattendus où 2 inconnus décident de prendre soin l'un de l'autre sans raison particulière. Que vous a inspiré cette histoire ? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la gentillesse a changé votre vie ? Ou avez-vous déjà été cette personne pour quelqu'un d'autre sans même le savoir ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, car nous les lisons toujours et nous avons vraiment envie d'entendre ce que vous ressentez. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir chaque jour d'autres histoires inspirantes. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous souhaitons à tous nos spectateurs une excellente santé, une vie joyeuse et des journées emplies de paix et de bonheur. Au revoir, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.